Bonjour à toutes et toutes et bienvenue sur cette deuxième édition de l'UNEQUAL PayD organisée par la Fédération CFDT Santé Sociaux en Facebook Live. Un petit rappel, l'UNEQUAL PayD est une manifestation mondiale qui correspond à la date à partir de laquelle les femmes travaillent gratuitement jusqu'à la fin de l'année du fait des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. L'année dernière, cette journée était le 3 novembre à 9h22. Nous avions donc fixé cette date pour 2022 en nous appuyant sur le calcul de 2021. Cette année, les Françaises commencent à travailler gratuitement à partir du 4 novembre à 9h10. Nous n'avons pas encore récupéré la date de 2020 qui était le 4 novembre à 19h. Comment sommes-nous arrivés là? Que se passe-t-il? Les causes sont multiples. Nous avons mis en exergue en 2021 les différences salariales entre les secteurs masculins et ceux dits féminins. Cette année, nous avons choisi de nous intéresser tout particulièrement au thème de la parentalité pour tenter d'en comprendre les conséquences sur la rémunération et la retraite des femmes. L'arrivée d'un enfant se traduit généralement par des pertes de revenus salariales pour les mères et très rarement pour les pères. Elle conduit les femmes à réduire leur activité ou à l'interrompre, parfois définitivement. Ces modalités ou arrêts d'activité provoquent une diminution de 20% de leur revenu salarial 5 ans après l'arrivée d'un enfant. Leur salaire horaire diminue d'environ 5% par enfant, une baisse qui persiste pendant au moins 5 ans après la naissance. Au contraire, l'arrivée d'un enfant n'a quasiment aucun impact sur la rémunération et la retraite des hommes. Cette approche s'inscrit dans la proposition de directive européenne visant à renforcer l'application du principe de l'égalité entre les femmes et les hommes pour un même travail ou un travail de valeur égale. Selon une étude de l'adresse, les femmes percevaient en 2018 en moyenne un montant de retraite inférieur de 28% à celui des hommes. Cet écart augmente jusqu'à 41% dès lors que l'on ne prend pas en compte que les pensions de droit direct, c'est-à-dire les droits acquis par une personne au titre de sa carrière. Pour comparer avec d'autres pays, l'écart de pension atteint 47% au Japon, 42% au Mexique ou 40% en Autriche. En haut du classement, c'est-à-dire là où les écarts sont les moins importants, on trouve l'Estonie, 3%, la Slovaquie, 7% ou encore le Danemark, 10%. Comme quoi, ce n'est pas une fatalité. Afin de comprendre en quoi la parentalité creuse ces écarts, nous allons échanger avec nos invités, Béatrice Lestic, Claude Wagner et Paola Panzeri. Puis, nous ferons un petit tour du côté d'autres fédérations et URI. Merci Clotilde, tu es secrétaire nationale à la Fédération Santé Sociaux chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes notamment. Donc merci pour cette introduction de ce Facebook Live. Je vais bientôt me tourner en visio vers Béatrice Lestic, mais avant j'en profite pour vous dire à vous qui nous suivez en visio et en vidéo, n'hésitez surtout pas à commenter, à poser des questions sur Facebook. Ces questions pourront, si elles sont intéressantes, être relayées à l'antenne. Ici Cognac G, je demande Genève. Bonjour Béatrice. Bonjour. Bonjour Béatrice. Donc Bonjour à toutes et tous. Bonjour Béatrice, je me tourne maintenant vers toi en visio. Donc Béatrice Lestic, tu es secrétaire nationale de la CFDT chargée entre autres de l'égalité entre les femmes et les hommes et tu es aussi la représentante des travailleurs français à l'OIT et c'est pour ça que tu es aujourd'hui à Genève et que tu n'es pas présente physiquement avec nous. Donc on va rentrer directement dans le vif du sujet. Béatrice, tu vas nous parler de l'allongement du congé parental. En quoi cette forte et ancienne revendication de la CFDT en général et de la CFDT cadre en particulier est une avancée sociale?
Alors bonjour à toutes et tous, j'espère que vous m'entendez bien. Je vais vous parler de l'allongement du congé paternité, qui est une vieille revendication CFDT, qui a été à l'origine effectivement portée par la CFDT 4 il y a près de 20 ans, et qu'on a pu en tout cas voir commencer à aboutir en 2020, puisque à la suite du rapport de Boris Cyrulnik sur les 1000 premiers jours de l'enfant, si vous vous en souvenez, le gouvernement français a lancé un processus de consultation des organisations syndicales, et évidemment, ce rapport préconisait un congé paternité de 9 semaines, et donc évidemment la CFDT y a porté sa revendication qui était extrêmement cohérente avec celle du rapport, et nous avons porté notre revendication de 2 mois. On n'est pas arrivé à un congé paternité de 2 mois, on est arrivé à un congé paternité aujourd'hui qui est d'1 mois, mais ce qui est déjà un grand progrès par rapport aux 11 jours qui existaient précédemment. Alors pourquoi est-ce qu'on revendique depuis près de 20 ans un congé paternité allongé? Parce que il va d'abord de l'intérêt de l'enfant, hein. L'idée, c'est aussi de renforcer le lien père-enfant, au même titre qu'existe le lien mère-enfant, et que ce lien se crée dès les tout premières semaines de l'enfant. C'est aussi un enjeu de santé publique, parce que c'est pas si simple, après un séjour à la maternité qui est de plus en plus court, de se retrouver, quand on est une maman, seule avec son enfant, et parfois ça peut être des situations anxiogènes, et on sait qu'il y a un certain nombre de situations postpartum qui sont pas simples à gérer, donc la présence du père est de ce point de vue également bienvenue. C'est un enjeu évidemment d'égalité entre les femmes et les hommes, parce que c'est aussi ce qui permet, dès le départ, dès l'arrivée de l'enfant, de partager les tâches domestiques et les tâches au sein du foyer qui concernent notamment l'enfant. Et puis c'est un apprentissage commun de la façon de s'occuper d'un enfant, parce que nous pensons à la CFDT que, contrairement à ce qu'on a entendu longtemps, ça n'est ni naturel ni instinctif pour les femmes de savoir s'occuper d'un enfant, que ça s'apprend, et que si ça s'apprend pour les femmes, ça s'apprend pour les mères, ça s'apprend aussi pour les pères. Et puis enfin, évidemment, Clotilde l'a rappelé là, il y a un enjeu d'égalité professionnelle, puisque on sait depuis très longtemps maintenant, parce que c'est suffisamment documenté, que la maternité pèse sur la carrière des femmes, pèse sur la rémunération des femmes, et que donc l'arrivée des enfants creuse les écarts de salaire par rapport aux hommes, de manière d'ailleurs inversement proportionnelle, c'est-à-dire que c'est pour une femme, la maternité est vécue comme un risque professionnel. Elle est vécue comme ça par les femmes quand on les interroge, et elle est vécue comme ça aussi par les employeurs, et elle est plutôt inversement vécue comme une opportunité professionnelle pour les hommes, puisque ça renvoie d'eux une image de responsabilité qui est tout à fait bénéfique, on l'observe, au déroulement de leur carrière. Donc c'est bien tous ces stéréotypes de genre et ces stéréotypes de fonctionnement dans les entreprises qu'il nous faut casser, d'où l'enjeu d'allonger un congé paternité pour que le risque de la maternité et de la parentalité ne pèse pas que sur les femmes. Merci Béatrice. Évidemment, l'allongement du congé paternité plutôt parental est une véritable avancée pour l'égalité entre les hommes et les femmes, comme tu nous as expliqué. Quels sont les autres combats qu'il reste, j'aurais tendance à dire malheureusement, à mener, et sur lesquels la CFDT s'engage? Toujours en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes. Il reste beaucoup d'autres combats à mener. Déjà, le combat d'amener le congé paternité à 2 mois. Nous, ce qu'on revendique, c'est qu'il y ait un congé paternité qui soit égal au congé maternité post-naissance de l'enfant. Et ça, pour l'instant, c'est pas acquis. Nous avons indiqué au gouvernement, quand nous avons réussi à obtenir le congé paternité d'1 mois, que pour nous, c'était
une étape dans une trajectoire. Et qu'on ne pouvait pas s'arrêter à un congé d'un mois. Donc ça reste à revendiquer. La deuxième chose qui reste à revendiquer pour les équipes syndicales, c'est que ce congé paternité, comme d'ailleurs le congé maternité, n'est pas intégralement pris en charge. Il est pris en charge jusqu'à un certain niveau, et donc pour les salaires les plus élevés notamment, il constitue une perte de salaire. Exactement de la même manière que le congé maternité d'ailleurs, si ce n'est que pour le congé maternité, dans les branches, l'immense majorité des branches et des entreprises, nous avons mené des négociations pour que le congé maternité soit pris en charge à 100%. Et il faut faire la même chose pour le congé paternité. Il faut que les équipes syndicales négocient pied à pied pour la prise en charge à 100% du congé paternité pour tous les salariés, quel que soit leur salaire. Et ça, c'est effectivement plutôt bénéfique. Enfin, c'est une revendication qui bénéficierait plutôt aux salaires les plus élevés. Mais ce qu'on observe aussi sur l'effectivité du droit, de manière assez paradoxale, c'est que évidemment il y a des pressions dans les entreprises pour que les pères ne prennent pas leur congé paternité. Et de manière assez paradoxale, ce qu'on observe, c'est que c'est plutôt les pères les moins bien rémunérés qui prennent le moins leur congé paternité. Or, eux, ils n'ont pas de perte de salaire. S'ils prenaient leur congé paternité d'un mois, ils n'auraient pas de perte de salaire. Il nous faut donc aussi faire un travail syndical auprès des salariés pour leur expliquer que c'est leur droit de prendre le congé paternité et bien vérifier que les salariés, dans le secteur privé comme dans la fonction publique, même si dans la fonction publique il n'y a pas de perte de salaire sur le congé paternité, on observe des pressions amicales, moins amicales, pour que les pères ne prennent pas ce congé paternité, parce que ça peut être mal perçu, parce que on est toujours dans les stéréotypes, c'est le rôle de la mère, s'occuper de l'enfant, toi, ta place elle est au boulot, passez-moi l'expression, ou on ne peut pas se passer d'un salarié pendant un mois, parce que l'activité, parce que le service, parce que bon. Et donc il faut qu'on fasse aussi ce travail syndical d'explication auprès des salariés, la manière dont ils peuvent solliciter leur congé paternité, sur l'intérêt qu'ils ont à le prendre, voilà, sans perdre de rémunération, toute catégorie professionnelle confondue. Puis il nous reste un enjeu sur la parentalité qui est l'enjeu du congé parental d'éducation. On appelle le congé parental d'éducation. Qui est, lui, alors très 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 mal rémunéré et qui est pris à 99% par des mères. Ce sont les mères qui prennent les congés parentaux. 0,8% des pères prennent un congé parental. Voilà. Donc ça donne l'ampleur du travail à faire. Et pourquoi est-ce que les pères ne prennent pas le congé parental? Parce que souvent ils gagnent mieux leur vie que la maman, et donc c'est un choix raisonnable dans un couple que de dire si on doit prendre un congé parental, et ben c'est la personne qui aura le plus petit salaire qui le prendra, puisque l'indemnisation est notoirement insuffisante, puisqu'elle est inférieure à 400 € par mois. Il y a une directive européenne sur la conciliation vie pro, vie privée qui s'applique. Et d'ailleurs, nous sommes aujourd'hui saisis sur l'application en France, la retranscription en droit français de cette directive. Nous allons donner notre avis aujourd'hui. Et la France, qui a beaucoup bataillé d'ailleurs pendant les discussions européennes jusqu'au trilogue, parce qu'elle considère que c'est un coût qu'elle n'entend pas assumer, a pris la décision de s'écarter des préconisations de la directive européenne et de ne pas revaloriser le congé parental. Donc là, nous avons aussi un combat à mener avec le gouvernement pour leur dire que non, on ne s'affranchit pas. Les directives européennes, c'est pas un programme à la carte, et que il y a urgence à revaloriser le congé parental si on veut que ce congé parental soit mieux partagé entre les pères et les mères. Aujourd'hui, la position du gouvernement, elle est budgétaire, on va dire. Donc, on ne peut pas
avoir des dépenses publiques supplémentaires sur cet aspect-là, on va mener cette discussion et ce combat, y compris avec des associations d'ailleurs, pour essayer de faire progresser la prise en charge financière du congé parental d'éducation. Par ailleurs, mais de la même manière d'ailleurs que pour le congé paternité, nous considérons qu'une partie du congé paternité doit être obligatoire. Aujourd'hui, il y a de mémoire moins de 7 jours obligatoires. Nous étions favorables à au minimum la moitié du congé paternité obligatoire. Ça reste une revendication que nous allons continuer de porter, en plus de l'allongement. Donc sur ces questions de parentalité, qui sont un peu en dessous des radars hein, dans l'appréciation générale qu'on peut faire sur l'égalité professionnelle, sur ces questions de parentalité. Il reste encore énormément de travail à faire syndical, dans les entreprises, dans les branches, et évidemment au niveau interprofessionnel. Et européen d'ailleurs. Merci Béatrice. La feuille de route est encore longue et chargée pour arriver à une véritable égalité ou se rapprocher de l'égalité sur ce sujet. Merci. Je me tourne vers la salle pour savoir s'il y a des réactions ou des questions. N'hésitez surtout pas. Moi j'ai une question sur justement le congé parental et l'homoparentalité en fait. Parce que là on parle... Bonjour, excusez-moi. Est-ce que tu peux juste te présenter, s'il te plaît? Oui, pardon. Je suis Malika Baziz et je travaille pour le magazine Multiple et à la communication, à la CFDT Santé Sociaux. Je voulais poser une question au sujet de la parentalité et du congé parental et du congé paternité et maternité aussi, sur l'homoparentalité, parce que là on parle d'un papa et d'une maman, d'une papa et d'un maman, et en fait il peut y avoir deux papas et deux mamans, comment ça se... Voilà. Mais tu as raison, enfin, pardon pour le raccourci de langage. Nous avions d'ailleurs demandé à la CFDT que ça s'appelle plus le congé paternité, mais voilà, c'est des raccourcis de langage, mais oui, c'est le congé pour le deuxième parent. Voilà, quel que soit ce soit un papa, une maman, voilà, c'est le congé pour le deuxième parent. Donc évidemment, on prend en compte cette question-là de l'homoparentalité notamment. Voilà. Merci pour la question et merci Béatrice pour cette précision qui est plus importante qu'une simple précision sémantique d'ailleurs, qui va beaucoup plus loin. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur Facebook? Pas de retour non plus, d'accord. Eh ben merci Béatrice. Merci à vous. Bonne journée. Bien sûr, ça se présente plutôt pas mal. Bon événement. Bravo à la Fédération Santé Sociaux. Merci. On va maintenant passer au deuxième thème. Donc je vais demander à Claude Wagner de nous rejoindre. Si tu as ton micro. Comme ça va. Hein. Donc, comme deuxième témoin ou comme deuxième invité, j'accueille maintenant Claude Wagner, qui lui est en plateau à côté de nous. Donc Claude, tu as derrière toi une longue carrière de syndicaliste. Oui, est-ce que c'est une carrière? Une vie de militant. Une vie de militant. Le mot carrière m'a arrangé pour ce qu'on va dire. Ah oui, pardon. Je t'en prie. Et donc, tu es maintenant à l'UCR, à l'Union confédérale des retraités, où tu es un spécialiste reconnu de la retraite. Alors, je vais te commencer par une question parfaitement abrupte qui concerne l'égalité entre les femmes et les hommes et la parentalité. Pourquoi est-ce que les retraites des femmes sont tellement inférieures en moyenne à celles des hommes? Alors, j'ai pu me permettre, j'ai préparé peut-être un petit exposé qui je vais répondre à ta question, mais plutôt à la fin de l'exposé, puisque c'est les conséquences d'une situation. Eh ben, Alors déjà, pour comprendre... Si tu as travaillé en amont, c'est encore mieux. Oui.
Déjà pour comprendre, il faut savoir comment fonctionnent les systèmes de retraite, parce que les inégalités qu'on constate au moment de la retraite entre les hommes et les femmes sont les conséquences, ce n'est pas la cause. D'abord, il faut savoir que pour les salariés, la retraite, elle est contributive et elle est à cotisation définie. C'est-à-dire que la retraite a un rapport direct avec ce qu'on cotise, donc avec son travail. Pour les fonctions publiques, c'est un système de retraite à prestations définies. Je précise les fonctions publiques puisque la Fédé Santé Sociaux a aussi beaucoup de fonctionnaires parmi ses adhérents. Donc eux, ils sont à prestations définies, ce qui n'est pas tout à fait pareil puisque c'est non pas la carrière, toute la carrière qui compte, mais seulement la fin de la carrière, ce qui avantage entre nous les plus hauts salaires. Passons. Il faut aussi avoir conscience, et c'est important, de ce fait que le temps partiel influence beaucoup la retraite. Et ça, c'est ignoré, en particulier chez les fonctionnaires, femmes, qui n'ont pas conscience que lorsqu'elles travaillent, elles croient que ça va être le dernier traitement qui compte. Et on a souvent la question, bon, si je me mets à plein temps la dernière année, je vais avoir une bonne retraite. Non, c'est pas aussi simple que ça, puisque l'année où on travaille à mi-temps ne compte que pour 6 mois dans la retraite, dans un fonctionnaire. Donc c'est important. Alors si c'est 60 ou 80, évidemment, c'est à due proportion. C'est au prorata, puisque les 75% du calcul de la retraite sont d'une carrière complète et il y a un prorata. Ce n'est pas automatique en 75. Il faut avoir les trimestres requis pour son année de naissance. Alors, c'est lui, un père démarrer à chaque fois. Alors, donc, quand je vous dis que les retraites sont contributives, évidemment, on a tout à fait, depuis toujours, conscience que ça crée des inégalités. Et donc, on a mis en place, depuis les origines du système de retraite, des mesures de solidarité. Et donc, on cherche à compenser les aléas de la carrière par des mesures de solidarité. Et donc, on appelait cela des discriminations positives. Puisque vous savez que c'est ce qu'ils pratiquent aux États-Unis, par exemple, vis-à-vis des Noirs, on appelle des discriminations positives. C'est pour ça que seules les femmes avaient droit à une majoration de trimestres pour enfants, par exemple. Et cette discrimination positive a été remise en cause au nom de l'égalité homme-femme. C'est un peu le comble. Ça a commencé chez les fonctionnaires par un magistrat qui a obtenu au niveau de l'Union européenne une mesure en disant que les hommes et les femmes doivent avoir la même chose chez les fonctionnaires d'État, c'est en l'occurrence, parce que la retraite est versée par l'employeur et pas parce que la jurisprudence européenne autorisait la sécurité sociale à avoir des discriminations positives. Mais comme c'est l'État qui verse la retraite, ce n'est pas la sécurité sociale, donc c'est l'employeur qui verse, c'est comme un salaire. Donc l'Union européenne est autorisée à dire que ça doit être totalement égal entre les deux. Et petit à petit, les magistrats, qui sont aussi des fonctionnaires particuliers, je vous l'accorde, ils ont un statut particulier, mais enfin, ils se sont dit, et pourquoi les autres de la Sécu, ils ne subiraient pas ça? Donc il a commencé à y avoir de la jurisprudence pour ceux qui travaillent à la sécurité sociale, les hommes, évidemment, qui trouvaient que ma femme, elle a droit à une majoration de trimestre et pas moi, c'est pas juste, voilà, donc, vous imaginez bien. Et donc ça a donné progressivement à une évolution du système qui fait que maintenant on n'a plus de différence. Enfin, on a été vers une réduction des différences ou une suppression de cette discrimination positive. Alors on a imaginé quand même en se disant, parce qu'évidemment c'est bien les femmes qui en ont besoin de cette majoration de trimestre. Alors on a inventé, c'est un peu trouver des biais dans les règles qui font que c'est plutôt les femmes qui vont y avoir droit, même si c'est pas écrit. Si on vous dit qu'il faut arrêter 2 mois, par exemple, il faut s'être arrêté 2 mois au moment de la naissance. Bon, il y a quand même plus de chances que ce soit une femme qui a pris un congé de maternité qu'un homme, ça c'est sûr. Par exemple, c'était pour donner un exemple. Alors on a mis en place des mesures positives dès le départ, donc je rappelle que je ne vais pas remonter avant 1945, mais quand même notre régime de retraite repose sur des bases qui ont été mises en place en 1945. Donc ce n'est pas neutre. Et on a commencé par la majoration de trimestre. Et donc la majoration de trimestre dans le régime général, la retraite de base de la sécurité sociale, ce qu'on appelle le régime général par opposition au régime spécial, dans le langage commun de ceux qui s'occupent des retraites, mais qu'on peut appeler assurance retraite, mais que certains appellent aussi retraite sécu, enfin bon, puisque en fait c'est la branche retraite de la sécurité sociale. Dans le langage courant, on considère que la sécurité sociale c'est que l'assurance maladie, mais en fait la sécu c'est plus que ça. Mais
s'il y a des militants ici, ils le savent, hein, c'est évidemment, mais pour ceux qui sont à la distance, la sécurité sociale, c'est la retraite, l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès, les allocations familiales, les URSSAF pour la collecte des cotisations. Donc, dans les mesures de solidarité qui ont été mises en place, il y a eu d'abord la majoration de trimestre, 2 ans par enfant, hein, 8 trimestres, sans condition jusque la réforme de 2010, hein, parce que celle des fonctionnaires, c'est la réforme de 2003, qui a été obligée de prendre en compte la jurisprudence. Mais après, comme la jurisprudence a évolué et que les juges ont dit et pourquoi pas les autres, donc on a dû mettre en place une réforme. La réforme de 2010 a pris en compte cette évolution-là. La majoration de trimestre pour enfants. Ensuite, il y a eu l'AVPF. Alors, c'est quelque chose qui n'est pas assez connu, mais qui est très important. C'est l'assurance vieillesse parents au foyer. Alors, quand je parle de retraite sociale, le nom exact, c'est assurance vieillesse. Parce qu'en 1945, quand on a créé la retraite, on l'a fixée à 65 ans parce que l'espérance de vie était de 65 ans, 67 ans. C'est l'assurance vieillesse. La retraite a été conçue dès le départ pour ceux qui ne pouvaient plus travailler. C'était voilà. Bon, c'était pas une retraite pour passer 25 ans de retraite comme maintenant. Hein. C'était vraiment qu'on ne pouvait plus travailler. D'ailleurs, l'espérance de vie des manœuvres était largement inférieure à ces 65 ans. On a fixé la retraite à 65 ans après-guerre. Bon, bref. Je fais un aparté. Donc la VPF est arrivée en 1972. Donc on l'appelle assurance vieillesse des parents au foyer à cause de ce que je vous disais pour la vieillesse. Ça s'est appelé d'abord assurance vieillesse des femmes au foyer, puis des parents au foyer, on l'a élargi aux hommes. Donc c'était créé en 1972. Donc cette AVPF permet, j'allais dire à une femme, mais à tout le monde, mais de préférence à une femme qui s'arrête de travailler ou qui prend un temps partiel pour élever un enfant, mais qui a droit à une prestation familiale sous condition de ressources, donc pas n'importe laquelle, hein, sous condition de ressources, donc ce n'est pas toutes les femmes qui y ont droit. Donc par exemple, là maintenant ça s'appelle la prépare, hein, qui vaut 422 € par mois. Vous voyez tout de suite qui choisit de s'arrêter de travailler pour 422 € par mois. Ça limite quand même le choix. Donc ça donne droit à la VPF. Et le droit à la VPF repose sur l'assurance de base, la retraite de base uniquement, c'est-à-dire les 50% de retraite du salaire, avec une retraite sur la base du SMIC à temps plein, le SMIC à temps plein, mais il n'y a rien pour la retraite complémentaire. Donc ça fait partie des revendications de la CFDT, de la CFDT retraités, d'élargir la VPF à la retraite complémentaire, sachant que la VPF, c'est la CAF qui cotise. On est dans des mesures à caractère familial, donc pour alléger la charge de l'assurance retraite, c'est la CAF qui paye les cotisations VPF depuis sa création d'ailleurs. Hein. Bon, la VPF, il y a aussi d'autres mesures dedans, comme les aidants familiaux ou les aidants d'adultes handicapés, mais là je m'intéresse surtout à la parentalité, c'est-à-dire aux femmes et aux hommes, c'est les deux qui en bénéficient. La troisième mesure de solidarité que j'ai notée, c'est la maternité en 2014. C'est seulement depuis 2014, ça fait partie, vous savez qu'à chaque négociation, la CFDT va à la table, elle vient avec sa liste. Hein, déjà l'année dernière avec Frédéric Sèvres, depuis que, bon maintenant c'est avec Yvan Ricordeau et un autre militant, travaille sur qu'est-ce qu'on va demander au gouvernement lors de la prochaine négociation. On ne se limite pas à les 60, on est contre l'allongement de l'âge, ça vous le savez, mais il y a plein d'autres mesures d'inégalité qu'on fait passer à chaque fois. Donc à chaque réforme, en 2003, il y a eu énormément d'améliorations dans les régimes de retraite. On reste focalisé sur quelques mesures phares, mais il y a eu plein d'améliorations. La réforme de 2010 aussi, comme la CFDT vient et que bon, on ne veut pas trop mécontenter la CFDT obtient beaucoup d'améliorations dans les régimes de retraite. Relativement invisible, pas emblématique, mais très utile. Comme par exemple, il fut une époque, avant 2003, la retraite se calculait sur les 25 meilleures années au régime général et les 25 meilleures années à la MSA, alors que ce sont des régimes alignés. Et en plus au RSI. Donc à chaque fois, c'était les 25 meilleures années dans chacun des régimes. Donc je me souviens très bien d'un copain qui avait travaillé la moitié de sa carrière, 20 ans, d'abord à la MSA, Mutualité sociale agricole, dans une coopérative agricole.
Ensuite, il a changé, il est passé chez Danone, donc qui est le régime général. Et il a fait l'autre moitié de sa carrière là-dedans. Et à la fin, on lui a calculé les 20 années de la MSA plus les 20 années de chaque côté. Donc il a perdu 1 000 € de retraite par rapport à ce qu'on a obtenu ensuite, qui est d'abord en 2003 une proratisation entre les deux, et depuis la réforme de 2014, il n'y a plus qu'une seule retraite, et on prend toutes les années, et on prend les 25 meilleurs, quel que soit le régime. Vous voyez qu'on obtient plein d'améliorations comme ça, qui ont un effet très important sur la retraite à chaque réforme. Et je vous prédis qu'il y en aura aussi dans celle-là. Voilà, je ne sais pas encore lesquelles, hein, je ne peux pas dire, mais la liste... On est encore en pleine concertation. Voilà, oui, mais oui, absolument, on est à la concertation, mais la CFDT vient sur chaque sujet avec sa liste. Telle injustice, telle injustice, telle injustice. Ah, la CFDT nous embête avec tout ça, donc pour nous calmer, on nous en liste quelques-unes. Mais bon, ça ne nous empêche pas. Je vais t'embêter en te rebranchant sur 2014 et la maternité. Oui, je reviens, oui, tu as raison. C'est simplement qu'avant, c'était pas pris en compte en totalité dans la durée d'assurance. Maintenant, c'est pris en compte en totalité dans la durée d'assurance. Il y a autant de... C'est-à-dire le nombre de jours d'arrêt de congé maternité donne automatiquement des trimestres assimilés. Et j'ai oublié de préciser aussi, c'est la prise en compte du congé parental. Ça a commencé en 2004. Et donc, le congé parental donne également droit à des trimestres à concurrence de la majoration de trimestres pour enfants. C'est-à-dire que quelqu'un qui, pour un enfant, a droit à 8 trimestres de majoration de durée d'assurance, mais la femme s'est arrêtée 3 années, donc 3 x 4, 12, elle en a 12. Voilà. Si elle s'est arrêtée qu'1 an, elle en aura 8. Hein, c'est à due concurrence. Donc il y a une prise en compte du congé parental dans la durée d'assurance, dans le nombre de trimestres. Dans la fonction publique, c'est à partir de 2004, ça compte aussi dans la durée de service, le congé parental. C'est quand même un élément très important à prendre en compte. Alors, j'ai noté ensuite le COR, le Conseil d'orientation des retraites, qui est un organisme, pas paritaire, pas exagéré, mais enfin, où les organisations syndicales participent. Lui, il prend en compte, il rajoute dans les mesures de solidarité envers les femmes, la majoration de retraite pour 3 enfants, que les hommes obtiennent aussi, donc bon, eux ils le mettent, je vous le signale, quoi, parce que si vous lisez des notes là-dessus, moi je suis quand même sceptique pour une mesure, je vais vous dire après, bref, et la réversion. Alors il est vrai que la réversion bénéficie principalement aux femmes, pour une première raison, c'est qu'elles vivent plus vieilles, plus longtemps que les hommes, hein, elles ont moins fumé et moins bu. Je précise que les femmes cadres ont la même espérance de vie que les hommes, parce qu'elles boivent et elles fument autant, mais bon, c'est de façon. Mais chez les ouvriers, c'est pas le cas. Hein, elles fument moins, elles boivent moins, donc elles vivent plus longtemps, donc elles profitent plus longtemps de la retraite, et donc elles ont la réversion qui joue un rôle important pour elles. Donc c'est pour ça qu'ils prennent en compte. La réversion, on appelle ça un droit dérivé. Ce n'est pas un droit direct. Il n'y a que si on a été marié et pendant une certaine période qu'on a droit à la réversion. Si on n'a pas été marié, on n'a pas plus de retraite. L'accès, ça marche ? Marié. Marié. D'accord, c'est pour avoir la précision. Marié, absolument. Alors, j'ai aussi, après, ils ont mesuré, hein, c'est des études qui ont mesuré, l'écart de retraite moyen. Alors, les mesures de solidarité que je vous ai citées réduisent l'écart entre les hommes et les femmes, l'écart à la retraite, le ratio entre hommes et femmes de 12 points. Hein, c'est-à-dire, ça réduit la majoration de trimestre, en particulier, c'est la plus importante, réduit fortement l'écart, puisque une femme qui arrive à 60 ans, 62 ans, et on lui donne par exemple 8 trimestres de plus pour un enfant, ben elle a une carrière complète à 62. Donc automatiquement, ça améliore sa retraite. Ou ça lui, si elle continue, évidemment, elle évite la décote. Ça lui évite la décote. Est-ce que tu peux nous rappeler le pourcentage d'écart moyen entre... Alors j'y arrive, voilà, bonne question. Le ratio entre... Alors je me suis permis de prendre le ratio entre les femmes et les hommes en fonction de l'âge. Le ratio femmes-hommes, c'est-à-dire l'écart de retraite, il est de 51% pour ceux qui ont 90 ans et plus. Mais pour ceux qui ont de 65 à 69 ans, il n'est plus que de 70%. Le ratio, la pension des femmes est égale à 70% de celle des hommes. Hein, et chez les plus de 90 ans, elle est égale à 51% de celle des hommes. Donc la réduction, le ratio s'améliore nettement dans le temps. Hein, alors, il y a plusieurs facteurs, évidemment, dont un qui est la durée de carrière. Évidemment, lorsqu'on a travaillé avec 10 ans, le corps n'est pas le même que si on a travaillé toute sa carrière. Et dans les études montrent aussi que l'écart, ce ratio, hein, c'est-à-dire qu'on a
à partir de 65 ans que 70% de la retraite des hommes pour les femmes, il est dû à 63% aux écarts de rémunération. Donc le facteur essentiel des écarts de retraite, ce n'est pas le seul, mais le facteur essentiel, c'est bien la rémunération au cours de l'activité. Et dans les prévisions qu'ils font, cet écart se réduirait, mais ne disparaîtra pas. Pourquoi il ne disparaîtra pas? Si j'avais posé une autre question, pourquoi une profession qui se féminise voit son revenu moyen baisser? C'est ça la réalité. C'est une profession qui se féminise voit son revenu moyen baisser, son salaire moyen baisser. Ça, c'est la réalité. C'est dans les professions de la santé, par exemple, il n'y a plus que des infirmiers, ça existe encore, mais c'est rare. Puériculteurs, c'est encore plus rare. Bon, ben, c'est des métiers où la rémunération n'est pas à la même hauteur. Les enseignants, c'est pareil, ça féminise. Donc ça, je parle dans les fonctions publiques. Mais dans le privé, c'est la même chose. C'est la première raison. Et tu saurais nous dire pourquoi? C'est un constat. D'accord, non, mais... Je pense qu'il y a un problème de mentalité. D'accord, non, mais c'est historiquement, c'est l'homme qui amène les revenus au foyer. Et moi, j'ai vu le moment où les femmes ont eu le droit d'avoir un compte en banque. C'est quand même 1963. Avant, elles n'avaient pas le droit. Voilà, j'ai commencé à travailler à ce moment-là. Bon, bref. Donc, j'en ai entendu parler. Moi, ça me paraissait aberrant. Mon épouse travaillait à l'époque, mais chez mes collègues de travail, ça ne se faisait pas. Ils gagnaient assez leur vie pour que leurs femmes restent à la maison. C'était ça leur raisonnement. Je parle des adultes. Bien sûr. Moi, j'étais jeune. Alors, non, mais c'est important de voir d'où on vient. Mais oui, il reste encore 30 points d'écart. Oui, absolument. Absolument. Il y a encore un gros écart. Et le problème de l'écart vient de la rémunération, puisque la retraite est contributive. Si vous ne réduisez pas les écarts de rémunération, on peut mettre en place des dispositifs de solidarité qui réduisent les écarts, comme ce que Béatrice disait tout à l'heure, le congé parental, enfin tous les dispositifs de solidarité. La CFDT va revendiquer nouveau dans cette concertation, mais il y en a un qui est fondamental, c'est l'écart de rémunération. Et celui-là, alors bon, les écarts salariaux se réduisent par l'action syndicale. Et par exemple, je vais prendre un exemple, c'est que les écarts de rémunération, donc entre hommes et femmes, mais il y a aussi des écarts de rémunération entre hommes. Donc ça rajoute aux difficultés. C'est évidemment qu'être ouvrier dans le bâtiment, la pression sur les salaires, puisque le salaire compte beaucoup, n'est pas la même que si on est ouvrier dans une raffinerie. Le salaire n'est pas le double pour rien. Et c'est pareil, dès qu'on est dans un métier, regardez par exemple les métiers du ménage, qui sont entièrement féminisés, la rémunération, c'est 98% du prix de revient du produit. Plus le prix de revient du produit entraîne la main-d'œuvre, plus il y a une pression sur les salaires vers le bas, hommes ou femmes. Donc là, en l'occurrence, comme les hommes ne se rémunèrent pas assez, ils vont ailleurs. On va arriver au même problème dans la restauration. Il y a une difficulté à trouver des emplois, ça va se féminiser, ou alors il y a un problème de rapport de société. Donc l'évolution de la société joue un rôle très important, l'évolution des mentalités. Elle disait tout à l'heure que les hommes ne prenaient pas le congé paternité, voilà. Surtout le congé parental. Oui, aussi, voilà, le congé paternité. Pour des raisons de mentalité et purement économiques. Et aussi économique. Alors, dans la VPF, par exemple, j'expliquais tout à l'heure que si on arrête de travailler pour bénéficier de la VPF et qu'on a 422 € par mois, il n'y a pas une femme cadre qui va s'arrêter de travailler. Forcément. Elle ne va pas bénéficier de la VPF. Donc, il faut qu'on trouve quand même des situations qui permettent. Alors, c'est vrai qu'une femme cadre trouvera plus facilement à mettre son enfant en crèche et elle trouvera intérêt à le faire. Ça lui reviendra moins cher que d'arrêter de travailler. Alors qu'une femme ouvrière, une femme de ménage ou autre, elle ne va pas trouver trop de différence avec son emploi à temps partiel imposé. Par exemple, pour la retraite, l'accord que la CFDT a obtenu visant à avoir un minimum de temps partiel, de durée de travail à temps partiel, c'est pas neutre, y compris pour la retraite. Tout le monde a crié, ça ne mâchait pas le choix, etc. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet accord national interprofessionnel. Bon, je change de sujet, pardon. Non, mais j'en profite en tant que maître des horloges de t'interrompre et de te remercier pour cet exposé très intéressant. C'est toujours intéressant de voir d'où on vient, même si on voit qu'il reste encore du chemin, on voit qu'on a réussi à en parcourir et on voit maintenant où est l'écueil principal.
c'est les rémunérations, parce que la retraite ne fait que reproduire les inégalités de rémunération dans la carrière. Je voudrais, avant de passer la parole à la salle, revenir sur un point qui concerne les fonctionnaires et les agents publics, sur le temps partiel. Si tu pouvais nous réexpliquer le danger, entre guillemets, du temps partiel quand on considère que la retraite est calculée simplement sur les 6 derniers mois, parce que souvent c'est assez trouble, et on se retrouve notamment avec des femmes qui vont de partir à la retraite ont une grosse déception, parce que le système a été mal expliqué ou mal compris. D'accord. Alors, dans le régime général, dans le privé, on va dire, tout le monde intègre, puisque c'est les 25 meilleures années qui sont prises en compte, que si dans les 25 il y a du temps partiel, parce qu'on a fait beaucoup de temps partiel, ça influe sur le montant de la retraite. Donc c'est assez facile à comprendre. Et si on a une carrière complète de 40 années ou 42 années, et on élimine 15 années ou 17 années, et que le temps partiel est là-dedans, évidemment, la retraite sera calculée différemment. Par contre, dans les fonctions publiques, sauf à travailler plus longtemps, mais dans les fonctions publiques, le temps partiel ne compte pas comme du temps plein dans le calcul de la retraite. Parce qu'il y a deux choses, il y a la durée d'assurance et il y a le calcul de la retraite en liquidation. On appelle ça la durée en liquidation. Et la durée en liquidation, le temps partiel réduit la durée en liquidation. Je donnais l'exemple tout à l'heure, si on travaille à 50%, pour une année civile, je vais prendre un exemple simple, du 1er janvier au 31 décembre, elle ne vaudra que 6 mois dans du calcul de la retraite plus tard. Donc il faudra ou travailler 6 mois de plus pour arriver au maximum de la retraite, ou avoir une retraite moindre, même sans décote, une retraite inférieure à ces 75%. Merci Claude, ça me paraissait important de revenir sur ce point. Oui, ça c'est une question. Notamment parce qu'effectivement, comme tu disais, les femmes fonctionnaires ignorent souvent ce problème-là. Et à la fédération, et ce n'est pas il y en a un certain nombre de femmes. Et le calcul de la retraite d'un fonctionnaire ne se fait pas sur le dernier traitement, mais sur l'indice. Et donc l'indice détenu, il est toujours le même, il ne bouge pas. C'est l'indice reproduit en traitement. Donc forcément, c'est la durée en liquidation qui compte. Merci beaucoup Claude. Comme tout à l'heure, je me tourne vers la salle. Des questions, des réactions. Oui, Ève. C'est un fauteuil orange. J'ai arraché mon micro en me levant. Oui, juste une petite précision pour ces femmes fonctionnaires en plus qui font des enfants et qui prennent du temps partiel. C'est aussi la double peine, puisqu'en termes de carrière, elles n'auront pas la même que leurs collègues qui n'ont pas d'enfants. Je m'explique. Il y a un système d'avancement dans la fonction publique qui est fait de ratios. Pour une population donnée, qui peut prétendre à passer à l'échelon supérieur ou au grade supérieur, on n'en prendra qu'un pourcentage donné. Et les pourcentages sont très faibles. Aujourd'hui, on arrive à avoir, grâce au Ségur de la santé, des pourcentages à 22%, mais on peut compter par exemple sur des corps des infirmières, des ratios à 6, 8, 10, comme on les a connus pendant des années, 12. La femme qui a un temps partiel ou qui a pris un congé parental sera tout au fond de la liste. Et on avait fait une simulation à la fédération pour une aide-soignante à carrière égale avec une pas d'enfant et l'autre avec 2 enfants. Il y avait 7 ans de carrière, de retard de carrière pour celles qui avaient des enfants. Donc c'est pour ça que je dis c'est la double peine. Il y a un retard de carrière et qui forcément, déjà les rémunérations sont basses. Donc en plus, cette aide-soignante-là prend 7 ans de carrière dans la vue. Et en plus, ça se traduira directement dans sa retraite très négativement. Tu parles de la montée en échelon pendant le déroulement de carrière. Voilà. Merci Ève. Oui, je me permets juste de préciser pour ceux qui ne te connaisseraient pas que tu es la secrétaire générale de la Fédération Santé Sociaux. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les internets? Magie de la technique. Oui, 12 points sur combien? C'était le ratio homme-femme. Ça, c'était par rapport... voilà. C'est le ratio entre les retraites des hommes et les retraites des femmes. C'est-à-dire l'écart sera encore 12 points supplémentaires par rapport aux chiffres que j'ai donnés s'il n'y avait pas de dispositif de solidarité.
on serait 70 plus 12, on serait Voilà. on serait à 82. Non, non, on est à moins 12. Pardon. Ah oui, moins 12, t'as raison. Donc oui, mais c'est plus compliqué dans ce sens. Bah, Non, ça ferait 58. oui, enfin, le ratio est plus faible. Quoi, voilà. Le ratio est plus faible. Et la deuxième question, toujours de Véronique, y a-t-il des dispositifs prévus dans la loi pour aussi compenser le fait que les femmes se mettent plus à temps partiel pour s'occuper de leurs parents vieillissants? Alors, Temps partiel, voire s'arrête. Non. Non. non, il n'y a pas de mesures. Il y a des mesures pour les aidants familiaux. C'est des choses nouvelles qui arrivent, qui n'existaient pas, qui ont été introduites par les réformes récentes, et la réforme de 2014 en particulier. Mais il y a la plus importante à mes yeux, c'est celle qui donne droit à l'assurance vieillesse des parents au foyer en cas d'aidant familial, ou d'arrêt de travail pour aidant familial. Donc c'est... alors, si je puis me permettre, la CFDT retraitée... je fais juste une petite parenthèse. Vas-y. Les militants CFDT, lorsqu'ils préparent leur retraite, salariés, je parle aux fonctionnaires, quand ils préparent leur retraite, ils étudient le droit, parce qu'un militant, il étudie le droit. Voilà. Et donc, quand ils arrivent à la retraite, ils ont bien emmagasiné leurs connaissances et ils se disent, maintenant je suis à la retraite, comment j'en fais profiter les autres? Donc, il se trouve qu'à la CFDT retraitée, on est un peu les spécialistes de la retraite dans la CFDT. Donc, ça fait maintenant une vingtaine d'années qu'on édite un guide, un guide papier, 280 pages, le dernier, 66 fiches complet, et qu'on a mis en ligne. Je fais des grands signes, ça me et qu'on a mis en ligne. Et ce guide, il est en ligne, il est à disposition de tous les militants et adhérents de la CFDT pour se renseigner sur leur retraite. Donc vous allez sur le site de la CFDT retraitée et vous verrez guide des retraites en ligne. Et donc là, la VPF est traitée à la fiche 29. Donne-nous l'adresse du site. cfdt-retraité.fr. Merci. Sachant qu'on peut mettre un accent puisque c'est .fr. Écoute, merci. Merci Claude. Encore une question? Allons-y. Y a-t-il des dispositifs retraite permettant de compenser le temps partiel pour les... C'est celle qu'on a vue. C'est celle qu'on a eue déjà, ça. Et la réponse était non. Non, oui. Oui, le temps partiel, non. Temps partiel. Il y a des mesures, oui, dont la VPF. Donc, je n'ai pas étudié, revisé le chapitre sur le sujet. Je n'avais pas prévu de voir la question. La fiche 29. Bonjour. Comment obliger son employeur à régulariser un écart de salaire prouvé par des documents, contrats, fiches de paye, mis à part porter plainte? C'est pas que pour Claude, là, c'est une question plus ouverte. Oui. Oui, ça c'est une question pour la fédération, là. Pour la fédération ou pour une autre fédération, ça, parce que ça peut concerner tout le monde. On répondra, voilà. on répondra plus tard dans le cours des échanges. Ils vont se concerter pour savoir qui va répondre. Voilà. Bah, écoute Claude, vas-y. Oui, Vas-y Ève. Ce qu'on peut dire quand même, c'est que faut se rapprocher des représentants CFDT dans l'entreprise et des élus de l'entreprise. Et puis déjà porter à la connaissance de la direction ces éléments et tenter une négociation, parce qu'il y a aussi de fortes chances pour que si une personne soit concernée, que malheureusement d'autres personnes soient concernées dans l'entreprise. Donc il y a un travail à faire local de négociation, de prise en compte de ce problème, peut-être de le traiter de manière collective et d'essayer de tenter une négociation là-dessus, avant de porter plainte, bien sûr. Merci Ève. Le retour aux fondamentaux, l'action syndicale. Oui, bah oui. Oui, Clotilde. Clotilde, ce serait mieux, il faut se déplacer. Ah ouais. Là, il verra mieux, là, la caméra. Non. Ah bon. Pour compléter ce que dit Ève, l'employeur est obligé à un retour de congé maternité, et la loi l'y oblige à faire valoir le droit à l'ancienneté pour le salarié. Donc effectivement, quand ce droit-là n'est pas respecté, il faut faire appel aux délégués du personnel en entreprise. Merci Clotilde pour cette précision. Et s'il n'y a plus de questions, plus de réactions dans la salle, Claude, merci beaucoup pour ton exposé qui a, comme souvent avec toi, été très éclairant. Merci pour le compliment. Je t'en prie. Si tu peux partir sans le micro. Voilà. Un compliment ne vaut pas le micro, merci. Donc, maintenant, nous allons nous tourner vers l'Europe.
on va accueillir en vidéo. Bonjour Paola. Bonjour, donc Paola Panzeri, tu es membre du bureau politique d'EPSU, qui est la Fédération européenne des syndicats des employés des services publics, et tu es vice-présidente du comité femmes de la CES, la Confédération européenne des syndicats. Donc nous sommes ravis de t'accueillir et je vais te donner la parole pour savoir comment sont traitées les questions des inégalités salariales entre les femmes et les hommes en Europe. À tous. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour l'invitation et pour la disponibilité à m'accueillir à distance. J'espère que vous entendez bien. Oui, alors, je voulais juste faire rappeler que le jour, disons, mettre en question, mettre dans le cadre européen, aujourd'hui, en France, vous célébrez avec cet événement le jour Unequal Pay Day, donc le jour où les femmes arrêtent d'être payées pour le travail qu'elles font, dû à l'inégalité salariale. Alors, cette année, à niveau européen, cette date a été mise le 15 novembre, ce qui est 2 semaines plus tard par rapport à ce qui était en 2021 et en 2020. Tout exactement comme après la crise de 2007, ceci n'est pas parce que les femmes ont gagné en salaire ou parce que l'écart entre les salaires s'est réduit, mais c'est en conséquence d'une crise financière, économique et sociale où beaucoup des hommes ont perdu leur travail, donc le taux de chômage des hommes a beaucoup augmenté. Ceci a fait qu'en fait le taux s'est réduit. Donc c'est une réduction, disons, c'est un avancement. On arrive au 15 novembre et pas non plus au 3 ou 4 novembre à niveau européen en moyenne. Non parce que le taux, disons, l'inégalité salariale entre hommes et femmes s'est réduite, mais parce qu'on a en fait une augmentation des inégalités sociales et un fossé, disons, entre qui gagne assez sa vie et qui en fait est au chômage et a de plus en plus du mal à rentrer dans le marché du travail, qui est encore plus ample que ce qui était il y a quelques années. Donc je pense que c'est une question cyclique, hein, parce que c'est quelque chose qu'on a déjà vu après la crise de 2007 par exemple, la crise financière. Donc c'est quelque chose que on voit aussi en ce moment. Une chose importante, c'est-à-dire que quand on voit donc le chômage des hommes qui augmente, mais les emplois essentiels, les emplois que les femmes arrivent à garder sont les secteurs, par exemple dans le secteur des soins, les secteurs de la santé, le nettoyage, des secteurs où les femmes sont surreprésentées et qui sont structurellement sous-évaluées. Donc nous avons plus de femmes dans ce secteur qui sont sous-payées, ont des moyennes des salaires beaucoup plus bas que d'autres secteurs. Et une des raisons, c'est aussi la difficulté, ou c'est peut-être la non prise en compte de tout un nombre de choses. Et c'est pourquoi nous, comme EPSU, donc EPSU qui est la Fédération européenne des syndicats des services publics, qui représente 8 millions de travailleurs et travailleuses en Europe, donc l'Europe à niveau géographique, pas seulement l'Union européenne. Une chose que nous avons fait pour les 2 derniers 8 mars, c'était vraiment concentrer sur la question de la classification et l'évaluation neutre d'un point de vue de genre des emplois. Et donc la possibilité de mettre en route vraiment la comparaison intersectorielle. Par exemple, pourquoi une aide-soignante ou une puéricultrice n'a pas d'augmentation salariale par rapport à la pénibilité pour le fait qu'elle soulève des poids dans son travail, pour le fait qu'elle a du bruit tout le temps. Alors si on prend des secteurs masculins, des secteurs de l'industrie, tous les emplois qui prévoient de soulever des poids ont des points de pénibilité qui sont
rajouter dans leur salaire, dans leur contrat. Alors, une puéricultrice ou une personne qui s'occupe dans une maison de repos, elle doit soulever des poids. Il y a du bruit. Alors, avoir 15-20 enfants toute la journée, c'est du bruit. Pourquoi tout ça n'est pas reconnu? Pourquoi tout ça encore on considère que c'est un travail pour des femmes, par des femmes, parce que les femmes sont habituées? Non, c'est un vrai travail professionnel. Et pourquoi on ne reconnaît pas les mêmes points de pénibilité sonore ou physique sur ces genres d'emplois? Et donc pourquoi EPSU est vraiment en train de travailler sur la question d'une évaluation, une classification de l'échelle salariale et des secteurs qui soit adaptée au genre. Donc il n'y a pas des biais des genres implicites. Et je porte un exemple ici dont nous avons plus ou moins, et j'espère pouvoir dire bientôt, réussi. Et les négociations sur la directive relative à la transparence des rémunérations sont dans leur phase finale. Donc on espère, et je vous invite aussi auprès de votre gouvernement et vos députés européens, de pousser pour que la négociation soit concluse pour terminer pour décembre avec la présidente tchèque, pour avoir une directive européenne sur la transparence salariale. Et une chose que nous avons réussi à inclure dans la version du Parlement que nous soutenons, du Parlement européen, c'était un comparateur hypothétique qui irait justement égaliser, si je peux utiliser ce terme, vous allez me pardonner mes fautes de français, j'espère, qui va un peu rétablir des liens de comparabilité à travers les secteurs. Donc nous, comme syndicat, comme CES, comme EPSU, la CFDT aussi, nous avons poussé pour intégrer dans la directive, dans ce texte de loi, un comparateur hypothétique sur lequel c'est basé pour la mise en œuvre. Donc on aura une possibilité de bien évaluer les emplois, les évaluer de manière neutre d'un point de vue de genre. Alors je sais très bien, et je parle à des personnes qui connaissent très bien la matière, parce que ce n'est pas nouveau pour la CFDT Santé Sociaux, ce que je viens de dire, parce que je me souviens très bien, on s'était vu il y a quelques années à Dunkerque, où vous aviez présenté même un comparateur à travers les secteurs, et je me souviens très bien l'impact que cette recherche avait eu. Et je peux vous dire que ce document a été très utile aussi dans les négociations, parce que c'est justement une preuve que nous avons portée au Parlement, une preuve que nous avons portée dans les négociations européennes pour dire, voilà quelle est la vérité, voilà comment ça se passe sur le terrain, voilà vers où on devrait aller. Donc pour ceci, je vous remercie encore, parce que c'était vraiment une preuve à l'appui très utile. Alors je m'arrêterai là, mais je pourrais continuer sur d'autres directives. Je vais revenir à la directive peut-être conciliation vie privée, vie professionnelle plus tard, vu que c'est déjà revenu tout à l'heure. C'est comme tu veux. Tout d'abord pour te dire que ton français est parfait, donc on n'a pas à t'excuser de quoi que ce soit, mais merci beaucoup de pouvoir intervenir en français et avec un aussi bon français. Est-ce que tu aurais du point de vue européen des informations à nous donner sur l'impact de la parentalité dans les inégalités salariales entre les femmes et les hommes? Oui, et quand je réfléchissais un peu à cette question, je me suis dit qu'en fait, avant parler des comment, on peut parler du comment la parentalité a un impact. Je dirais que c'est important aussi de définir le quand la parentalité a un impact. Et en fait, la parentalité, surtout pour une femme, a un impact même avant la parentalité. Parce que c'est important de dire que même si c'est illégal, même si tout le monde sait que c'est illégal, même si on sait qu'on ne peut pas demander pendant un entretien d'embauche si personne a l'intention d'avoir des enfants, quelle est ta situation personnelle, on sait très bien que ça arrive. On sait très bien que ça arrive trop de fois. Parce qu'une fois, c'est déjà trop, mais on sait très bien que ça se passe en plein dans le lieu de travail. Donc la parentalité pour une jeune femme a un problème même avant la parentalité. Et je pense qu'il faut vraiment considérer ce premier impact. C'est un premier impact parce que ça, Ève le disait tout à l'heure, pour la progression de carrière, pour l'accès aux meilleurs emplois, pour vraiment un avancement de carrière. Et donc, ça impacte les femmes même avant qu'ils aient des enfants, ou même s'ils n'ont pas d'enfants. Ensuite, je dirais donc un deuxième impact, ça serait pour chaque enfant qu'une femme a, il y a un impact direct sur les revenus. Selon les pays, on peut calculer qu'effectivement, il y a une baisse des salaires,
disons, ont une non-augmentation, mais une non-augmentation salariale due au fait qu'une femme a un enfant. Par exemple, parce qu'elle ne peut pas prendre de shift, des heures supplémentaires. On ne peut pas faire des heures sup, on peut à l'improviste. Ça a un impact aussi sur le temps de travail, pas seulement parce qu'on ne peut pas ajouter le temps de travail qu'on aurait pu ajouter, par exemple, avant d'avoir des enfants, mais aussi parce que, et c'était dit tout à l'heure, parce que beaucoup de femmes choisissent le temps partiel. Et choisissent le temps partiel aussi parce qu'il n'y a pas vraiment des choix des fois. Ils n'ont pas de service. Ils peuvent prendre en charge une partie des soins qu'elles doivent donner à leurs enfants, ou il n'y a pas de services qui soient accessibles, disponibles, à des prix publics ou à des prix gratuits ou à des prix qu'on peut se permettre. Donc beaucoup de femmes passent à un travail à temps partiel, et ceci c'est un deuxième impact encore de la maternité. Et aussi parce que l'égalité commence à la maison. Et encore aujourd'hui, on voit dans toutes les études, dans tous les pays, hein, c'est un peu la même chose, avec des taux différents. Et c'est les femmes qui assurent la majorité des soins pas rémunérés, des tâches ménagères qui ne sont pas rémunérées à la maison. C'est un deuxième impact. J'ai déjà touché dessus, il y a un troisième impact, c'est la disponibilité et l'accessibilité des services de garde d'enfants, donc des crèches, des services de garderie. Il n'y a nulle part où je peux laisser mon enfant, ça vient tout seul que je dois le garder moi-même. Si je suis femme seule, c'est encore plus difficile. Si je suis en couple, c'est normalement dans un couple, c'est la personne qui gagne le plus qui va garder le temps le plein, et la personne qui gagne le moins qui va diminuer ses heures de travail parce que ça coûte moins cher au revenu familial. Le congé parental, je pense que quelqu'un l'avait cité, en France c'est particulièrement bas, donc c'est un peu quand même impossible de vivre de ça, surtout dans les grandes villes. Donc, a fortiori, le fait que les hommes gagnent plus que les femmes, c'est la femme qui sort plus facilement du marché du travail temporairement ou qui réduit ses heures de travail. Après, les enfants grandissent. La question est, est-ce qu'une femme qui a choisi même, mais dans tous les cas, qui a dû sortir du marché de travail, passant en temps partiel ou tout court, est-ce qu'elle sera vraiment capable, elle aura vraiment la possibilité, parce qu'elle serait capable, mais est-ce qu'elle aura la possibilité de revenir sur le marché de travail un peu plus âgée, avec peut-être un trou de carrière, et à quel niveau elle pourra rentrer? Elle aura quand même perdu des progressions de carrière, et sera-t-elle capable vraiment de gravir les échelons pour retourner à l'emploi qu'elle aurait eu si elle n'aurait pas eu d'enfant, et donc elle n'aurait pas eu des trous dans son CV? Malheureusement, ce n'est pas forcément le cas. Donc là, je ferai même un quatrième impact. Donc ça part avant la maternité et ça arrive quand les enfants sont âgés. Je ferai une petite aparté, vu qu'il a été cité tout à l'heure, qui n'est pas liée à la parentalité, mais aux soins. Donc on parlait, il y avait une question tout à l'heure du public sur la question des femmes qui doivent réduire leur temps de travail ou sortir du marché de travail pour être aidants familiaux, pour être soignants de personnes âgées, des parents âgés souvent. Et là, il y en a beaucoup, et il faut dire qu'il y a un niveau européen dans la directive conciliation vie privée, vie personnelle, vie professionnelle. Nous avons fait un énorme travail pour essayer d'assurer, d'ancrer dans la législation le congé des soins et le congé pour les aidants. C'était une vraie bataille, c'était très difficile d'aller au-delà, on a obtenu 5 jours. Alors 5 jours, vous me direz, c'est vraiment rien, et je suis d'accord avec vous. C'était vraiment une énorme bataille, on parlait des mois. Nous, on voulait proposer des mois de congé pour les aidants, pour éviter justement que des femmes sortent du marché du travail. Parce que si on reste dans le marché du travail et on prend un congé, on sort le temps de s'organiser, le temps de prendre des décisions, le temps de trouver une solution. Ça peut peut-être aider beaucoup de femmes à ne pas sortir tout court du marché du travail, donc ne pas arrêter de travailler. Et là, je dois dire, on a réussi pour la première fois à mettre le concept des congés pour aidants, mais on n'a pas réussi à aller plus loin que 5 jours.
et à fixer un montant de paye. Parce que l'autre chose qu'on s'est dit, c'est un congé, on peut avoir un très bon congé, mais si un congé n'est pas payé, pas tout le monde pourra le prendre. Et donc, c'est comme ne pas l'avoir parce que ce ne sera pas vraiment un droit qui sera offert de manière effective à tous les travailleurs. Et je reviens aussi sur une petite question qui avait été posée, c'est l'écart salarial, ça a un impact aussi, et toutes ces choses qu'on vient de dire, ça a un impact aussi sur l'écart des pensions. En Europe, la moyenne européenne d'écart dans les pensions reste autour de 30%, 29,. 30%, ça veut dire un tiers. Ça veut dire que les femmes gagnent un tiers de moins que les hommes pour leur pension. Et ceci nous donne une autre information, c'est que les femmes âgées sont surreprésentées parmi les personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté ou qui sont menacées de pauvreté, qui sont vraiment au fil et dès qu'il se passe une petite chose pourraient tomber sous le seuil de pauvreté. Et je ne vais même pas ouvrir la question du fait que là on rentre dans un hiver, il y aura une crise énergétique, il y aura une crise sociale, il y aura du chômage qui monte. Et donc, les femmes, encore de plus, seront encore plus touchées. Et toutes les mesures qui seront prises ne seront pas prises de manière attentive au genre, sensible au genre, mais seront prises de manière neutre, c'est-à-dire aveugle aux différences des genres et aux différences dans lesquelles les femmes vivent dans notre société aujourd'hui. Merci Paola. Pour finir, espérons-le sur une petite note avec un tout petit peu d'espoir, est-ce que tu aurais à nous présenter des pistes concrètes d'action pour réduire ces inégalités que l'Europe ou que certains pays pourraient mettre ou auraient mis en place et dont on pourrait s'inspirer en France? Alors, je dirais qu'en fait, il n'y a pas le pays parfait. Donc, il n'y a pas le pays européen qui a trouvé la solution parce que sinon, on serait juste là à copier-coller cette solution. C'est un puzzle. C'est un puzzle où il n'y a pas de solution unique parce qu'on est des pays très différents. On a des pays avec des histoires très différentes, des histoires syndicales très différentes, des systèmes très différents. Donc c'est un peu impossible d'appliquer le même système partout. C'est un peu la raison aussi pour laquelle on fait des directives où on laisse et pas des règlements. Donc à niveau européen, c'est une loi qui est aussi aux États membres de mettre en œuvre. Parce qu'on doit prendre en compte les différences parmi les États. Je pense que, par contre, une chose qui est importante, et je reviens à la directive vie professionnelle, vie privée, si nous, vraiment à niveau national, à niveau européen, à niveau national, ensemble, on lutte et on fait avancer pour un meilleur partage des congés, si nous rendons, par exemple, obligatoire des congés de paternité ou des congés parentaux qui soient plus longs pour les pères, pour qu'il y ait plus de prise des congés par les hommes, pour faire en sorte que les hommes et les femmes, en fait, tout simplement, que les hommes et les femmes restent en dehors du marché du travail plus ou moins le même temps. Si c'est égal le temps qu'un homme et une femme vont rester en dehors du marché du travail, et là, on aura moins de discrimination à l'embauche. Nous devons investir, je pense aussi, il y a beaucoup de besoins des services des soins pour les enfants, pour les personnes âgées. Nous devons investir dans les personnes âgées et leurs services. Nous devons investir dans les services publics afin que les femmes aient des possibilités, aient un choix de ne pas quitter le marché du travail parce qu'en ce moment, elles l'ont pas forcément. Nous devons, et là je reviens, nous devons vraiment lutter pour ramener à la maison, pour gagner cette bataille sur la directive des salaires, des transparences salariales. Ce qu'on fait, c'est vraiment des combats européens. Je dirais vraiment, on est tous sur le même bateau. Et on doit tous, dans nos systèmes, essayer d'aller plus loin possible. Donc, par exemple, est-ce que c'est-il possible de pousser pour plus de congés, pour une amélioration de la paye de congés parentaux, par exemple, ou de congés paternité? Il faut vraiment pousser dans les différents pays. Il y en a des pays qui le font. Il y a d'autres pays qui, par exemple, sont plus sur la question des services pour les personnes âgées. Mais encore là, et là, je rappelle peut-être une petite, je ne sais pas si c'est la bonne nouvelle, mais c'est la question où on doit être vigilant plutôt. On a beaucoup d'argent en ce moment qui vient à niveau européen vers les États membres pour le fonds de résilience suite à la Covid. Comment on va utiliser cet argent? Il y a beaucoup d'argent qui va donner beaucoup de possibilités.
on doit vraiment être vigilant pour faire en sorte que tout cet argent ne soit pas vraiment une autoroute pour la commercialisation des services des soins. Parce que les soins, c'est un droit. Les soins, ça ne doit pas être un service commercial qu'on vend. Chaque enfant devrait avoir le droit d'aller à une crèche. Chaque personne âgée devrait avoir le droit d'avoir les soins à la maison, recevoir tout ce dont il a besoin. Là, on voit par exemple je porte un exemple d'Italie sur les crèches. Ces financements sont tous axés sur la construction, la rénovation des structures pour les crèches. Il n'y a pas un seul euro qui est mis sur le financement des salaires. On ne peut pas embaucher des gens avec cet argent. Alors, qui va travailler dans cette crèche? Qui va donner ce service essentiel pour les parents et pour les enfants? On doit vraiment être vigilant de tourner ce qui vient, tout cet argent qui vient, pour quelque chose qui soit d'aide aux familles, aux parents, aux travailleuses, et pas quelque chose qui soit vraiment une autoroute vers la commercialisation. Je pense que vraiment il n'y a pas une solution, mais il y a plein de pistes vers lesquelles on peut travailler, et je pense qu'à un niveau européen, une des choses que nous faisons, c'est essayer vraiment de rassembler tous ces syndicats, tous ces travailleuses et travailleuses, pour essayer de donner des pistes vers des solutions qui peuvent être adaptées dans chaque pays. Merci beaucoup Paola pour ces pistes qui donnent quand même un petit peu d'espoir après tout ce qu'on a entendu dans le début de ton exposé. Je me tourne comme d'habitude vers la salle. Y a-t-il des questions d'intervention? Oui, Dominique. Est-ce que tu peux juste commencer par te présenter? Merci Dominique. Donc bonjour, moi je suis Dominique Marchal, je suis secrétaire confédérale en charge de l'égalité professionnelle et l'égalité entre les femmes et les hommes à la CFDT. Je voudrais insister sur ce que tu as dit Paola sur la question du congé paternité et du congé parental, parce que ça paraît tellement quelque chose d'anecdotique alors que c'est fondamental, essentiel. On voit bien que pour nous en France, on a un gouvernement qui n'est pas du tout axé sur cette idée-là. Béatrice l'a évoqué, sur le fait de ne pas rémunérer le congé parental à hauteur décente pour que les pères puissent les prendre eux aussi. Mais dans les revendications de la CFDT, cette question du congé paternité, tu as parlé du risque maternité avant même d'avoir des enfants. Si on avait un équivalent risque paternité pour le père, du coup, il y aurait plus de risque, puisque ça serait simplement la parentalité vécue en entreprise terminée. Et sur cette question du congé paternité, l'obligation de la prise du congé paternité, c'est un enjeu fondamental. Toutes les études montrent qu'en fait, les congés, pour qu'il y ait une vraie prise en compte par les hommes des tâches parentales et des tâches domestiques, il faut qu'on a, je lis une conclusion d'une enquête du CEREC de octobre 2019, il faut qu'il y ait des congés longs qui soient réservés aux pères et qui soient de plusieurs mois. Donc en fait, l'enjeu du congé parental notamment, au-delà, il y a le premier congé paternité et ensuite le congé parental, pour que ça soit un congé rémunéré, vraiment, et avec une obligation de partage du congé. Et il y a une étude aussi de Sciences Po qui a montré qu'il y a eu une réforme du congé parental en 2014. Alors c'était une réforme un peu, comment dirais-je, à moitié, puisque l'idée ça a été de partager le congé. Donc pour les premiers enfants, 6 mois, on avait droit à 6 mois. Aujourd'hui on a droit à 6 mois par le père et 6 mois par la mère, pardon, et 6 mois par le deuxième parent. Donc ok, ça on a droit à 2 fois 6 mois. Les pères le prennent très très peu. Et puis à partir de 2 enfants, on a droit à 3 ans maximum si 1 an est pris par l'autre parent. Donc, ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'effectivement les femmes prenaient moins ce congé et que donc elles avaient moins l'indemnité du congé qui est la prépare, mais que globalement elles gagnaient plus d'argent parce qu'elles étaient plus restées sur le marché du travail. Et ce que tu disais sur le fait de ne pas rester longtemps hors du marché du travail, c'est aussi un point extrêmement important. Mais du coup l'enjeu, c'est les systèmes d'accueil des jeunes enfants aussi. Aujourd'hui, on n'a pas ça non plus. On n'a pas suffisamment de systèmes d'accueil des jeunes enfants. Ils ne sont pas accessibles partout sur le territoire et financièrement accessibles pour tout le monde. Donc on a quelque chose quand même de très systémique, mais de très important et qu'il faudrait absolument mener de front et pas avec des petites mesurettes pour qu'on ait un vrai changement, y compris des mentalités. Voilà, là-dessus. Merci. Merci Dominique.
si j'osais sortir de mon rôle d'animateur, j'aurais tendance à avoir envie de t'applaudir. Mais je vais rester neutre. Est-ce qu'il reste des questions, des interventions dans la salle ou sur les réseaux? Non, oui, bah Ève. Oui, je voudrais rajouter quelque chose dans les propos de Paola que je partage. Hein, tout à fait, c'est évidemment la lecture que l'on en fait aussi, mais les femmes en plus sont jugées au travers de cette parentalité. On juge aussi leur investissement professionnel, c'est-à-dire qu'on estime aussi que parce qu'un jour elles seront mères, elles ne pourront pas s'investir dans leur entreprise à la hauteur de ce qu'on attend d'elles. On ne juge pas les hommes par ce biais-là, on juge les femmes par ce biais-là. Et c'est très vrai. Je me souviens, je vais vous livrer une anecdote, je me souviens dans une de nos multiples auditions avec des sachants et des hommes plus particulièrement, où on a parlé de l'investissement professionnel. C'est quoi une bonne infirmière? C'est quoi une bonne aide-soignante? Est-ce que c'est quelqu'un qui peut réaliser beaucoup d'heures supplémentaires, revenir sur ses jours de repos, bouger ses vacances, mais qui, lorsqu'elle est en poste, n'est pas très, on va le dire comme ça, sympa avec les malades, ou n'a pas un investissement professionnel dans son établissement ou dans son service. A contrario, est-ce qu'une infirmière qui, parce qu'elle vit seule avec 2 enfants, ne peut pas bouger son planning au doigt mouillé, ne peut pas bouger ses congés, dans sa vie personnelle, certaines contraintes, mais quand elle est à l'hôpital, s'investit massivement dans la démarche qualité, dans l'accompagnement des stagiaires. Est-ce qu'elle est plus... voilà, c'est une plus mauvaise professionnelle que celle qui pourra changer son planning. Parce qu'aujourd'hui, l'hôpital public juge ses professionnels par ce biais-là. Est-ce que vous êtes disponible et corvéable à merci? Mais est-ce que c'est le bon biais? Et on voit bien que ce qui fait ça, c'est que si vous avez 25 ans et que vous n'avez pas d'enfant, vous pouvez répondre à cette exigence professionnelle. Si vous en avez 32 et que vous avez 2 enfants en bas âge et vous les élevez toutes seules, là, à ce moment-là, vous ne pouvez plus répondre à cette exigence. Donc, il faut qu'on lutte aussi contre ça. C'est quoi, quel est l'impact de la maternité dans l'investissement professionnel, et qu'on lutte contre ce stéréotype et qu'on fasse valoir le droit d'être mère et de pouvoir s'investir pleinement dans sa profession. Merci. Merci. Merci Ève, et tout à fait d'accord avec la salle, bravo. Donc on va conclure cette première partie en remerciant nos 3 intervenants, Béatrice, Paola et Claude, pour leurs éclairages. Ça va bientôt être le temps de donner la parole à certaines fédérations et unions régionales, mais juste avant, nous allons voir une petite vidéo de l'association FET, c'est Femmes Égalité Emploi, qui est un partenaire de la Fédération Santé Sociaux, qui intervient notamment dans les formations sur tout ce qui concerne l'égalité entre les femmes et les hommes. Bonjour à toutes et à tous, je suis Stéphane Nicolic, chargé de projet en égalité professionnelle au sein de la structure FET Femmes Égalité Emploi. Femmes Égalité Emploi est une structure composée d'une association et d'une coopérative, toutes deux spécialisées sur la thématique de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et basée à Dijon. L'association intervient uniquement sur la région Bourgogne-Franche-Comté auprès de différents publics, allant de l'école à l'entreprise et en organisant des événements visant à promouvoir l'égalité et la mixité professionnelle. On peut notamment citer les carrefours des carrières au féminin, l'événement Mix and Match et également les plans égalité lycée. D'un autre côté, la coopérative mène un projet bien précis qui est le projet Égalité professionnelle Poursuivons l'action,
destiné à accompagner les délégués syndicaux, les membres élus du CSE et les directions des entreprises d'au moins 50 salariés dans le cadre de la négociation de leur accord égalité professionnelle. Le projet est développé sur 5 régions, la Bourgogne-Franche-Comté, le Grand Est, les Hauts-de-France et également la Bretagne et l'Auvergne-Rhône-Alpes. Ce projet est gratuit pour l'ensemble des bénéficiaires puisqu'il est soutenu par nos financeurs, le Fonds social européen, le ministère du Travail via l'Inspection du Travail, les directions régionales aux droits des femmes et à l'égalité, et également les conseils régionaux de Bourgogne-Franche-Comté et du Grand Est. Pour l'heure, sur l'année 2022, 88 entreprises ont été accompagnées sur le territoire de la Bourgogne-Franche-Comté, du Grand Est et des Hauts-de-France. La Bretagne et l'Auvergne-Rhône-Alpes viennent seulement de rejoindre le projet. Dans le cadre de ces accompagnements, nous proposons un soutien aux personnes dans la recherche d'idées d'action adaptées à leur entreprise, à leur structure, et également un soutien pendant la négociation de l'accord, en essayant d'apporter, de favoriser un climat social qui soit bon dans la structure, et également par la suite une aide à la rédaction de l'accord égalité professionnelle. Alors nous accompagnons et encourageons les entreprises à prendre en compte la thématique de la parentalité au sein de leur accord égalité professionnelle. Parmi les actions qu'on peut proposer, on propose aux entreprises de mettre en place un maintien de la rémunération pour les salariés pendant leur congé de maternité, également un maintien de rémunération pour les salariés en congé de paternité. Également, il est possible d'octroyer des heures d'absence rémunérées pour les salariés qui sont parents d'un enfant en situation de handicap, également pour les salariés qui sont en situation de monoparentalité. Également, nous faisons en sorte de favoriser l'information des salariés en proposant aux employeurs de mettre à disposition des salariés des outils d'information sur leurs droits en lien avec la parentalité. On peut notamment citer les outils que FET a créés, comme des affiches sur la parentalité, des dépliants d'information, et également le livret de la parentalité qui comprend l'ensemble des droits pour les parents et futurs parents, qui sont malheureusement trop souvent méconnus. Et ces outils sont mis à disposition des entreprises qui s'engagent sur la thématique de la parentalité au sein de leur accord égalité professionnelle. Alors pour nous contacter, c'est très simple. Vous pouvez nous contacter en retrouvant nos coordonnées sur notre site internet www.accordégalité.org. Vous trouverez donc notre numéro de téléphone et également un mail de contact. Rebonjour, donc voici maintenant la deuxième partie de ce live. Nous allons donner la parole à des représentants de fédérations et d'unions nationales de la CFDT pour nous parler évidemment du sujet parentalité, égalité et de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Donc nous commençons par la fédération F3C, Communication, Conseil, Culture, et j'appelle donc Franck Herman, qui est secrétaire national de la fédération chargé de ces questions, à venir nous rejoindre. Bonjour. Bonjour Franck. Bonjour. Eh ben, c'est toi qui ouvre le bal, donc ce sera la même question pour tout le monde. Comment la fédération F3C, en l'occurrence, travaille-t-elle sur les questions d'égalité salariale entre les femmes et les hommes? Alors, à la fédération, on a la chance d'avoir un groupe qu'on appelle nos sentinelles, donc qui sont des représentants de l'ensemble des syndicats de la fédération et qui travaillent sur ces questions-là. Donc, on se réunit très régulièrement et ça permet de mettre tous les sujets au cours de l'année qui sont à traiter. Et concrètement, tu aurais des actions à nous présenter? Oui, aujourd'hui, un bon exemple d'ailleurs, où nos sentinelles dans les syndicats sont mobilisées pour agir dans les entreprises, pour proposer aux salariés de pouvoir s'exprimer sur cette journée, hélas, annuelle, et qui revient tous les ans. Et c'est vrai que c'est un sujet qui a été un peu mis de côté, enfin l'égalité salariale, suite notamment à la crise sanitaire. Au moment du confinement, on a beaucoup parlé, et à juste titre d'ailleurs, des problématiques domestiques, des violences domestiques. Et du coup, c'était passé un peu peut-être au second plan, et il est grand temps de le remettre sur le devant de la scène. D'ailleurs, il y avait un point, enfin, je faisais la réflexion ce matin, on parle en anglais d'Unequal Pay Day.
à juste titre, et on voit que nous on est souvent sur l'égalité professionnelle, alors qu'on ferait mieux parler d'inégalité. Je pense que les mots ont un sens et c'est important. Parler d'inégalité, de trouver des actions syndicales pour essayer de réduire, voire de supprimer, mais déjà de réduire dans un premier temps. Oui, tout à fait. Alors, j'avais pris quelques exemples. Dans les bureaux d'études, par exemple, on a aujourd'hui des rapports qui nous disent qu'il y a 16% d'écart entre les hommes et les femmes dans des milieux professionnels, pourtant avec des grandes entreprises et qui n'ont pas de difficultés économiques. On voit la même chose pour nous du côté des télécoms, là aussi avec de grandes entreprises et des milieux qui n'ont pas de difficultés. Donc il est important que nos militants remettent ces questions sur le devant de la scène. Et une des manières de les remettre, c'est un peu symbolique, une manière de les remettre sur le devant de la scène, c'est la campagne de communication que vous avez lancée. Et évidemment, comme nous sommes des hommes, nous n'avons pas l'autocollant. Si quelqu'un, a priori, Adrienne, par exemple, pouvait venir nous apporter un autocollant. Adrienne, oui, de l'avoir sur elle. Ça nous permet de voir Cécilia, voilà, c'est bien, qui essayait de se cacher. Histoire de montrer l'autocollant à l'antenne. Bon. De montrer l'autocollant à l'antenne. Ah bah écoute, merci. Donc voilà, l'idée c'est de proposer à l'ensemble des salariés EE de porter aujourd'hui cet autocollant, aujourd'hui et jusqu'à la fin de l'année, parce qu'en fait c'est à partir d'aujourd'hui que les femmes ne sont symboliquement plus payées, mais ce sera valable hélas jusqu'au 31 décembre, donc la campagne pourra perdurer d'aujourd'hui à la fin de l'année. Ça coûte rien de le porter, mais ça fait passer le message. Voilà, tout à fait. Une campagne simple et on l'espère efficace en tout cas. Je le pense aussi. Toujours le même processus. Dans la salle, quelqu'un a envie de réagir, d'interpeller la Fédé, de communiquer sur les réseaux. Alors on va essayer. Vas-y Dominique. Il va falloir que tu viennes. On fait du partage de micro. C'est une simple question, si tu peux nous expliquer un peu mieux comment ça marche, les sentinelles, qu'est-ce que c'est? Parce que ça a été très très vague et je pense qu'il y a de l'intérêt à ce que tu expliques un peu mieux. Les sentinelles, c'est un réseau qui a maintenant quelques années, qui a 2 ou 3 mandatures, me semble-t-il. Donc c'est vraiment un ou une représentante par syndicat qui sont animés par la fédération et par le secrétaire national. Donc j'ai cette charge d'animer ce réseau et qui aujourd'hui permet donc d'avoir une réflexion, de proposer des actions et surtout de les démultiplier ensuite dans les syndicats. Donc chaque sentinelle a pour charge ensuite de retour dans son syndicat d'animer les élus d'entreprise, notamment on parlait des accords salariaux, de pouvoir aider les équipes à préparer les négociations, à relire des accords éventuellement. Et on a également une secrétaire fédérale à la fédération qui peut venir en appui pour des points un peu plus techniques ou un peu plus pointus. Donc c'est vraiment une façon de faire vivre l'égalité professionnelle au plus près des salariés, au plus près des équipes d'entreprise. Merci Franck. D'autres questions, demandes de précision, réactions? Vas-y Cécilia, si tu peux te présenter juste, Cécilia. Alors, Cécilia Rapine, en charge de la communication et de la fonction publique, puisque la fédération 3C a la particularité d'être une fédération mixte, où on traite et du privé et du public, un petit peu comme nos camarades des santé sociaux d'ailleurs. Et en fait, tout à l'heure, Claude évoquait les questions de retraite, et aujourd'hui on traite des questions salariales. Il se trouve que quand on a justement à traiter et du privé et du public sur les questions salariales, on voit bien qu'on a des leviers d'action qui sont un petit peu différents, puisque le dialogue et la question n'est pas traité de la même manière qu'on soit avec un employeur public ou avec un employeur privé. Et l'avantage justement du réseau des sentinelles, c'est que ça permet de faire échanger sur les bonnes pratiques syndicales pour que nous, on puisse agir dans nos entreprises ou chez nos employeurs publics. Parce que en plus, on a aussi cette particularité d'avoir dans notre périmètre un ministère qui est le ministère de la Culture, où la règle du polypensionnement, c'est-à-dire qu'on a travaillé dans le privé et dans le public, est assez fréquente, et où là, les femmes
payent très doublement la charge au moment d'arriver à la retraite, puisque elles ont eu une carrière hachée et en plus avec du polypensionnement. Donc 60% plus 40% d'une retraite ne fait pas 100% d'une retraite. C'est un cours de maths en direct. Et du coup, là-dessus, il faut vraiment qu'on puisse agir au niveau syndical, justement pour renseigner correctement nos collègues. Parce que sinon, au bout du bout, elles se retrouvent à être en plus dans une très grande précarité quand viennent les vieux jours. Voilà. Donc les sentinelles, elles agissent pour aujourd'hui et aussi pour demain. Merci. Et avec une pression régulière qui nous est mise, vous voyez. Aucun sujet ne peut nous échapper. Eh ben, c'est important comme ça. Cécilia, Franck, rien à ajouter dans la salle? En tout cas, merci pour cette journée aux organisateurs. Et c'est vrai que ça nous a permis, ça a dynamisé notre action aussi fédérale. Donc, merci beaucoup. Et merci à vous. Merci Nicolas. Je t'en prie. Je vais maintenant appeler Hervé Cuyandre, qui est chargé de mission égalité professionnelle à la région CFDT Île-de-France, qui va venir pour son premier passage. Bonjour. Bonjour, donc Hervé, là, tu es là pour l'instant avec ta casquette région. Oui. Et donc comment l'URI Île-de-France s'empare-t-elle des sujets d'égalité professionnelle entre femmes, professionnelle, salariale, entre les femmes et les hommes? Alors l'Île-de-France a quand même des caractéristiques, c'est une sorte de paysage un peu particulier puisque c'est fondamentalement de l'interpro. Donc tous les mauvais constats qu'on a pu avoir dans les autres métiers, finalement ils sont représentés chez nous. Et ça donne aussi positivement l'occasion de réfléchir sur ce sujet, mais de manière plus globale. C'est-à-dire comment les métiers qui sont peut-être mieux payés, qui ont plus d'avenir, sont habités. Pourquoi sont-ils habités surtout par des hommes? Comment pourrait-on faire pour qu'ils soient habités plus par des femmes? Enfin bref, ce sont ce type de levier d'action sur lequel on peut réfléchir parce qu'on est interpro. Donc peut-être qu'une des phrases qu'on pourrait retenir de cette action, c'est dépasser le constat. Parce que les chiffres, effectivement, on a tous des chiffres extrêmement mauvais en tête, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Peut-être que la deuxième réflexion, ça va être aussi dépasser l'expérimentation. Parce qu'on fait des choses. On a beaucoup réfléchi et agi pour que des métiers, notamment du numérique, soient plus peuplés par des femmes, notamment en œuvrant avec des formations courtes de type certification qui sont à la fois peu chères et rapides. Donc pour le coup, on arrive à repeupler des populations de développeurs qui perdent ce biais de genre qui gêne beaucoup aussi les employeurs et les industriels. Le fait de mal comprendre le client à l'extérieur est un problème pour eux et quelque part c'est ce type de solution les intéresse aussi. Donc on peut travailler ensemble sur ce bassin d'emploi, sur ce type de solution, mais encore faut-il ne pas en rester à l'expérimentation parce que ce sont souvent des groupes qui engrainent et qui font ce type d'expérimentation, mais ça reste local. Ça reste local et bien souvent aussi on se heurte à une espèce de résistance parce que les gens veulent embaucher principalement des personnes qui leur ressemblent alors que le sujet de cette histoire, c'est précisément de ressembler aux clients à la population externe réelle qui est obligatoirement mixte et diverse. Merci. Et est-ce que tu as des pistes d'action concrètes? Comment la région fait pour effectivement, quand on tombe sur une expérimentation qui marche bien, est-ce qu'il y a possibilité de la démultiplier? Oui, alors déjà, on les crée en fait. On a déjà fait des dispositifs en entreprise pour accueillir des gens et les prendre sur Pôle emploi, là où se trouvent les forces vives finalement, pour les former au métier du numérique et puis les intégrer activement dans
dans les métiers. Ce sont des expérimentations globales et nous on va profiter en fait de cette force transverse qu'on a pour essayer de faire quelque chose qui est vraiment du poids sur les chiffres. Parce que localement, une entreprise comme Engie ou EDF va faire quelques dizaines d'emplois, mais c'est une goutte d'eau en fait. Et par contre, ce sera beaucoup d'affichage. Bon, mais nous, notre sujet, c'est bien d'infléchir les chiffres et de changer les choses, de le changer efficacement. Alors, peut-être rendez-vous le 22 novembre à 18h30. Il y aura Elisabeth Moreno et on travaille donc sur ces questions. On aura beaucoup d'invités. On aura Orange, la Fabrique Défense et beaucoup de gens impliqués sur le sujet qui travaillent déjà sur les populations et leur mixité et leur diversité. Eh bien, nous, on va tenter, en tout cas, en 2023, d'être extrêmement actifs sur la question et non seulement de travailler à l'organisation de ces conférences, mais travailler sur les chiffres, puisqu'en l'occurrence, là, on met au point un baromètre qui permet de mettre en lumière les bonnes pratiques de ces entreprises. Là, on va remettre un prix cette année, dans quelques jours, sur les meilleures pratiques constatées en entreprise, mais ce sont des pratiques qui convergent vers l'attraction de ces métiers vis-à-vis des populations qui ne sont pas présentes dans le numérique. Est-ce que tu peux juste nous dire le 22 novembre à 18h30, c'est visible en live, en visio? C'est visible en live, en visio et surtout en physique. C'est au Grand Amphithéâtre de Mazars à La Défense et peut-être que, il y aura peut-être une adresse mail qui va s'afficher et à ce moment-là, je vais pouvoir envoyer à qui le veut les invitations qui vont bien. On a fait un excellent visuel et j'en suis très fier. Tant mieux. Tu as perdu. Merci Hervé. Oui, une réaction dans la salle. Viens, tu vas être obligé de te lever, de venir parler au micro. Ah bah si. Ou alors tu te tais à jamais. Tu vas même prêter ton micro. Rebonjour. Rebonjour. Moi, je voulais avoir des précisions justement sur comment on travaille sur les chiffres et pourquoi et concrètement, qu'est-ce que ça donne. Qu'est-ce que ça veut dire dépasser l'expérimentation? Quelles expérimentations? De quoi on parle en fait, tout simplement. Voilà. Mais, les expérimentations en général sont très locales et en fait on s'intéresse à ce qui est fait aussi en entreprise et on le porte et on travaille dessus et on suggère aussi aux entreprises de travailler justement sur une diversité, une mixité des populations en interne, mais ça reste extrêmement local. C'est toujours sur des sujets locaux qui mettent peut-être à l'épreuve ou en lumière des équipes ou des gens peut-être très bien intentionnés, mais ça ne traverse pas tout un métier comme on devrait pouvoir le faire. Et dans cette région, on est quand même capable, enfin je veux dire dans notre RI, on est capable de rassembler et de porter un message et de le faire un peu plus globalement. Et c'est peut-être notre mission, enfin en tout cas on va tenter de faire des choses un peu plus rassembleuses, puisque le sujet n'est pas réellement porté par, on le voit bien, le gouvernement, ni par une éventuelle union des entreprises sur les sujets. Je pensais à l'énergie, puisque moi je travaille là-dedans. Mais il n'y a pas de réelle union sur ce sujet des entreprises. Alors peut-être que finalement le lien manquant, ce fameux lien humain, c'est nous, c'est les syndicats encore une fois. Mais on va reparler de ce lien humain dans un autre aspect. Dans une deuxième séquence tout à l'heure. Tout à l'heure. S'il n'y a plus de questions, non. Donc on donnera ton adresse mail pour les invitations pour le 22. Donc je vais maintenant appeler Hélène Ibanez, qui est la secrétaire générale de la fédération PSTE. Bonjour Hélène, tu es la secrétaire générale de la Fédération Protection Sociale Travail Emploi, qui est une fédération qui a comme particularité, mais comme la Fédération Santé Sociaux, d'avoir
plus de 70% d'adhérentes et de plus de 70% de salariés qui sont des salariés EE. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup à la Fédération Santé Sociaux pour ce live et cette invitation tout d'abord. Effectivement, donc ma fédération elle a la particularité d'être composée très largement d'adhérentes parce que nos métiers sont très largement féminisés. Alors on a des métiers dans notre fédération qui sont des métiers surtout du lien social et de la cohésion sociale et puis un petit peu des métiers du soin aussi parce qu'on a quelques établissements de soins qui sont liés notamment à la sécurité sociale. Et on a une grosse partie de notre activité qui consiste en fait dans l'accueil du public et en particulier l'accueil de public en difficulté socio-économique. Et c'est particulièrement sur ces métiers-là en fait qu'on va retrouver à la fois des très forts taux de féminisation et de faibles rémunérations. D'où la question que j'ai posée aux deux premiers intervenants, mais qui te concerne toi vraiment au premier chef. Comment la fédération agit-elle pour essayer de favoriser l'égalité entre les hommes et les femmes ? Alors, nous, on essaye de travailler en fait sur cette question-là de manière assez systémique parce que, et ça a été dit tout au long de ce live et c'est extrêmement important, ce qu'il faut comprendre c'est que les inégalités de rémunération entre les hommes et les femmes, ce sont le produit d'inégalités plus larges, d'un système d'inégalités plus large entre les femmes et les hommes et on le sait maintenant et notamment la Fédération Santé avait fait un gros travail là-dessus. J'y reviendrai après parce qu'on a pensé aussi une étude qui a été largement inspirée de ce que vous avez fait. Mais on le sait maintenant, les inégalités salariales, elles se mesurent surtout entre des métiers qui sont très féminisés et des métiers avec une part plus importante d'hommes. Et en fait, c'est la non-mixité de la plupart des métiers en France. On estime qu'un métier, il est mixte en fait quand le rapport, il dépasse pas 60-40 de proportion de femmes et d'hommes. Et donc, c'est la non-mixité des métiers qui va expliquer très largement les inégalités salariales. Et en fait, il y a un problème fondamental de reconnaissance des compétences qui vont être dites féminines. Nous, on voit dans le domaine de la cohésion sociale, en fait, les faibles rémunérations, elles vont s'expliquer en grande partie parce qu'on ne reconnaît pas la technicité de nos métiers. On va parler dans les classifications de compétences relationnelles en réalité, et c'est un petit plus, un à côté, alors que quand on accueille du public, le relationnel, c'est la technicité du métier, c'est un geste professionnel. Or, c'est pas reconnu comme tel. Dans des métiers beaucoup plus masculins, je vais prendre par exemple un plombier, on reconnaît son geste technique. Bon, une salariée qui est à l'accueil d'une CAF ou d'une CEPAM ou une conseillère à Pôle emploi, on va moins reconnaître la technicité de son métier, notamment tout ce qui concerne l'accueil et le relationnel. Donc ça explique les faibles rémunérations et on a aussi un sujet autour de la professionnalisation des métiers qui se fait beaucoup à travers l'expérience et pas du tout à travers des diplômes et la question de la certification. Sur les métiers de la cohésion sociale, hormis certains métiers du travail social, mais les métiers d'accueil du public et les plus bas niveaux de classification, il n'y a pas aujourd'hui par exemple de CQP des métiers de l'accueil de la cohésion sociale. Nous, on essaye d'impulser vraiment ça. C'est extrêmement important parce que, en fait, si on n'est pas capable d'établir un référentiel de compétences, on ne les reconnaît pas. Et donc, on ne les valorise pas d'un point de vue financier. Merci. Oui, effectivement. Et on considère que ce sont traditionnellement réservés aux femmes parce que les femmes savent accueillir génétiquement et savent mieux le faire que les hommes, donc on ne va quand même pas les aider pour ça. C'est ça, on a tendance à considérer que c'est inné, voilà, en fait, et que c'est pas des compétences qui sont acquises et donc que c'est pas un geste professionnel qui se valorise. Je caricature, mais c'est un drame. Et est-ce que tu as des pistes d'action concrètes menées par la Fédé pour essayer de remédier à ces problèmes ? Oui, donc effectivement, comme je disais, on s'est beaucoup inspiré du travail qui a été fait par la Fédération Santé Sociaux et on mène actuellement une étude avec Syndex et cette fois-ci, on regarde
pas seulement en fait la question de la rémunération, mais la question de comment ça se traduit dans les grilles de classification. Ce que je vous expliquais tout à l'heure sur la technicité des métiers et comment on pèse en fait avec les critères classants la technicité des métiers dans la cohésion sociale, et on fait la comparaison avec des grilles de classification qui sont en dehors de dans notre champ fédéral, sur des métiers beaucoup plus masculinisés, avec une part plus importante d'hommes. On essaye de regarder sur des secteurs qui ont une part importante de financement public, parce que le biais qu'on a, nous, dans nos secteurs professionnels, c'est qu'évidemment, on a beaucoup de structures qui sont sous tutelle de l'État, donc on a des salariés de droit privé, mais avec un financement qui est public. Et donc, évidemment, la tentation, ce serait de dire oui, mais vous êtes moins rémunéré parce que il n'y a pas assez d'argent public, etc. C'est pas vrai. Évidemment, c'est pas vrai, et on est en train d'essayer de démontrer ça. On devrait avoir un rendu de cette étude aux alentours du mois de mars 2023, et l'idée après, c'est de pouvoir mettre en valeur les résultats et surtout s'en saisir pour interpeller les pouvoirs publics et nos employeurs sur ces questions-là. On a une deuxième action en cours qui concerne plutôt les violences sexistes et sexuelles au travail. Alors il y a quand même un lien avec la question de l'égalité professionnelle, évidemment, et puis la question des rémunérations, pour deux raisons. La première, c'est que évidemment le fait que les femmes soient moins bien rémunérées que les hommes et donc soient placées dans une situation parfois de dépendance économique, ça fait qu'elles ont plus de mal à y compris dénoncer les violences dont elles peuvent être victimes dans le cadre professionnel, et même quand les violences ont lieu dans le cadre privé. La dépendance économique fait qu'on a plus de mal évidemment à quitter son domicile et à se protéger. Donc c'est extrêmement important de travailler sur ces axes-là. Et puis aussi, évidemment, une femme qui dénonce ce genre de fait en entreprise, ça va mettre généralement un coup d'arrêt à sa carrière, voire c'est elle qui est obligée de quitter l'entreprise. Donc c'est extrêmement important de travailler sur ces sujets-là. Et puis évidemment la question du sexisme ordinaire, des stéréotypes de genre qui vont justifier un certain nombre d'inégalités salariales, empêcher les femmes d'accéder aux postes les mieux rémunérés dans l'entreprise, etc. Donc on a tout un travail où on accompagne 9 sections syndicales sur cette question-là, avec le déploiement de l'enquête flash confédérale, et puis derrière on les accompagne sur une négociation en entreprise pour prévenir les violences sexistes et sexuelles en entreprise. Merci Hélène. Oui, ça applaudit dans le public et je me tourne évidemment vers le public. Je serais étonné qu'il n'y ait pas de réaction ou de questions. D'accord, si tout le monde est d'accord. Merci Hélène. Et on va accueillir notre dernier invité qui, aux surprises, est Hervé qui revient. Rebonjour Hervé. Rebonjour. Donc te revoici, mais maintenant avec ta casquette fédérale. Donc pour la FCE, la Fédération Chimie Énergie, pour laquelle tu es aussi chargé de mission sur l'égalité entre les femmes et les hommes ou l'égalité professionnelle. Et tu vas nous parler notamment de CFDTEL. Oui, tout à fait. Alors le réseau des femmes mais aussi des hommes, tu vois bien, de la CFDT, plus précisément de la Fédération Chimie Énergie. On travaille sur la mixité, l'égalité professionnelle et les violences. Et c'est un réseau qui est assez historique, enfin qui a quand même pas mal d'années de travail. Disons que jusqu'à présent, un réseau très informatif. On diffusait beaucoup d'informations et on faisait, se lever ce sujet à une époque où ce n'était pas si évident. Le confinement est passé par là, le Covid est passé par là et les discriminations se sont accentuées. Il y a eu des urgences, il y a eu des gens qui ont appelé à l'aide et on s'est trouvé en première ligne. Donc il a fallu changer un tout petit peu notre façon de fonctionner, s'allier notamment avec des associations qui savaient répondre à ces questions, qui avaient des réponses documentées, qui étaient capables d'agir
Je pense à la VFT, je pense au Centre Hubertine Auclair, qui nous permettent de travailler notamment sur les violences, qui est aussi, donc on revient sur les violences, qui est un thème extrêmement récurrent cette année au niveau de CFDTEL. On va d'ailleurs lancer un événement sur les VSST le 24/11 à Lurie, à côté, avec CFDTEL, le Centre Hubertine Auclair, et puis d'autres intervenantes sur ce sujet. J'imagine qu'il va y avoir là aussi un mail qui va passer avec des coordonnées. Juste petit aparté, le mail a été indiqué dans le chat ou dans la discussion sur Facebook. D'accord. Et sur le sujet qui nous intéresse là maintenant, des violences, on a été amené à faire une sensibilisation sur les violences, une sensibilisation itinérante. Et ce sujet qui était en fait de présenter aux sections qui le souhaitaient gratuitement et avoir une réponse de la salle sans forcément un engagement à rencontrer un succès foudroyant. C'est-à-dire que ce ne sont pas des formations rigides qui nécessitent de prendre des heures, de s'inscrire. Et par contre, les gens sont libres de venir et de s'instruire sur ce sujet. Alors le succès a été national pour le coup, et on fait donc des sensibilisations itinérantes qui, il me semble, sont extrêmement rassembleuses et portent de manière directe le logo CFDT, le logo orange et toutes ses valeurs. Donc c'est un sujet, si vous voulez vous en emparer, eh bien on le fait à la demande, quelle que soit la région, dans toute la France, je dirais presque ailleurs, mais on n'est pas ailleurs. Donc si on pouvait, on le ferait. C'est une sensibilisation qui est axée sur le droit en fait, et le droit est notre ami sur cette affaire parce que ça permet à la fois de caractériser les faits et puis aussi de servir d'argument, d'argument contre les harceleurs. Peut-être des questions. Merci Hervé. Bah oui, si en plus tu fais mon travail, des questions, des réactions dans la salle. Toujours le même micro. Est-ce qu'on a sur ces sessions de sensibilisation la part d'hommes et la part de femmes qui viennent? Ah oui, oui, alors, mais souvent, moi j'interviens dans des zones où c'est pas le sujet habituel, quoi. Enfin, peut-être que le sujet était latent, mais il n'y a pas de formation qui soit donnée sur ces. Et on a souvent des hommes justement, parce que ce sont des milieux souvent masculins où l'arrivée d'une femme n'est pas commun. Et si on n'explique pas que notre société elle est mixte et diverse, si on n'explique pas ce que risque un harceleur et quelle est la situation normale, eh bien on n'arrive pas à progresser. L'autre sujet, enfin il y a plein d'autres sujets qu'on aborde, mais un des sujets c'est les conséquences, parce que beaucoup de harceleurs disent je ne savais pas, voilà, que ça pouvait avoir des conséquences. Donc un focus sur les conséquences est absolument essentiel. Et puis d'autre part, on pousse donc les intervenants à choisir définitivement le camp de la complicité ou de l'aide à la victime. Et évidemment, au fur et à mesure de la montée de la gravité des faits, on a une salle qui finit par être complètement acquise à la question et qui ne se posera plus la question. C'est donc une mission intéressante. C'est une mission intéressante qui, je reviens sur l'idée de la CFDT, ça permet de porter aussi le logo et puis d'aller au devant des sections qui sont peut-être pas bien représentées et qui aimeraient avoir peut-être un peu plus de lumière, et bien de faire venir des gens intéressés sur ce sujet, sur ce lien humain en fait défaillant, parce que c'est ça, c'est l'histoire d'un lien humain défaillant en fait. Je suis bavard. Non, mais c'est très bien d'être bavard. Merci Hervé. Y a-t-il encore des réactions, des questions dans la salle ou sur le Facebook? Sur Facebook, on me dit non. Dans la salle non plus. Okay. Avant de passer la parole à Ève pour la conclusion de ce live, on vous propose une petite exclusivité. Le clip d'appel au vote de la CFDT Fonction Publique pour les élections de décembre. Donc il est tout nouveau, tout beau, tout prêt. C'est la première fois qu'il est diffusé.
C'est un syndicat sérieux qui travaille et qui va au bout des dossiers. Parce que la CFDT prône l'égalité homme-femme. C'est la seule organisation qui ne vend pas du rêve. C'est qu'on obtient des droits nouveaux, 183 €, du jamais vu. Pour faire avancer ton droit là où tu travailles. C'est la seule organisation qui propose de travailler, de réfléchir, mais qui est dans la construction de l'avenir. Pour que chacun se sente bien dans son métier, là où il est. C'est le premier syndicat de France, donc forcément on a plus de mobilisation, plus de moyens. Parce que je pense qu'une voix de groupe se fait plus entendre qu'une voix isolée. On négocie, on est force de proposition. Parce qu'on peut tout changer à la CFDT. Voter CFDT, c'est pour changer le monde. C'est à moi ? Oui, c'est à moi. Bon, merci à tous pour ce moment. C'est la deuxième année consécutive que l'on réalise cet événement qui a pour vocation à sensibiliser à l'égalité professionnelle et surtout à faire prendre conscience que c'est le problème de tous. J'ai bien dit de tous et pas de toutes. C'est aussi une question qui doit intéresser les hommes. Je voudrais juste resituer tout ça dans le contexte. Les femmes, ce sont la moitié de l'humanité. C'est pas une minorité. On a trop tendance à considérer, y compris dans le milieu du travail, que les femmes sont une minorité. Non, nous sommes la moitié de l'humanité. Que nous avons des spécificités biologiques qu'il faut prendre en compte. Jusqu'à preuve du contraire, on n'est pas encore arrivé, pourtant la science évolue, mais à faire en sorte que les hommes portent les enfants. Et il faut prendre en compte cette spécificité, comme d'autres aussi. Par exemple, on sait aujourd'hui que le travail de nuit des femmes augmente leur risque de déclencher un cancer du sein. C'est valable aussi pour certains cancers chez l'homme. Tout ça est à prendre en compte dans le parcours professionnel des femmes qui, dans notre économie mondiale, occupent une place importante et surtout dans nos sociétés occidentales. Oui, encore aujourd'hui, c'est elles qui prennent en charge nos enfants, nos parents, nos personnes en situation de handicap, majoritairement. Et donc, elles ont une place dans la société. Elles sont acteurs de cohésion sociale, actrices de cohésion sociale, actrices du lien. Hélène l'a dit aussi. Elles font de l'accueil. Elles prennent soin des autres et il serait temps peut-être de prendre soin d'elles. C'est un peu le combat que l'on mène au travers du dossier des travailleurs de deuxième ligne, hein, donc, où Laurent s'exprime beaucoup sur ce sujet-là, mais c'est une réalité et on doit avoir la participation des hommes qui sont souvent les maris, les frères, les pères de ces femmes-là et qui doivent vouloir une meilleure reconnaissance de leurs filles, de leurs nièces, de leurs femmes. Je pense qu'on a tous compris qu'il y avait un gros enjeu dans la reconnaissance des compétences professionnelles que l'on considère comme induites, que la société considère comme induites. Une partie du combat sera gagnée lorsqu'on arrivera à faire valoir ces compétences dans les classifications, comme à faire valoir la pénibilité de certains métiers féminins dans cette classification. C'est une question, c'est un combat sociétal qui rejoint celui de la parentalité, puisque la parentalité porte les hommes